Bonjour tout le monde. Merci énormément d'être présent ici aujourd'hui. C'est un véritable plaisir de tous vous voir. De nouveau, pour ceux qui étaient là la semaine passée, de vous voir aujourd'hui si c'est la première fois. Dans cette conférence nationaliste et environnement, qu'est-ce qu'on souhaite définir, c'est le nationalisme québécois. Puis on souhaite justement illustrer c'est quoi les bénéfices en termes dans le contexte environnemental du nationalisme québécois. Puis pour y répondre, on a Marie-Christine Lamontagne et Christopher Massé. Marie-Christine Lamontagne est attachée parlementaire auprès de René Villemur, député du Bloc québécois dans Trois-Rivières, et l'ex-candidate du Bloc québécois dans Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Québec. Elle est détentrice d'un certificat en droit de l'Université Laval et est une passionnée de politique qui a à cœur la défense de l'environnement et des intérêts du Québec. Christopher Massé est étudiant à la maîtrise en environnement et développement durable ici à l'Université de Montréal. Il est aussi l'ex-candidat du Parti québécois dans Vaudreuil. Peut-être le prochain, on ne sait pas encore. Il milite pour la protection de l'environnement et l'indépendance du Québec. Donc, en premier lieu, justement, on veut définir le nationalisme québécois, puis on va commencer d'abord par Christopher, justement, pour cette question-là. Par nationalisme québécois, qu'est-ce qu'on entend? Et puis, comment s'insère le nationalisme québécois dans la lutte au changement climatique? Merci, Raphaël, pour cette belle présentation. Donc, nationalisme, si on va avec la définition simple, on peut parler d'une idée ou d'une doctrine pour laquelle on priorise, par exemple, les intérêts d'une société plutôt que l'individualisme, par exemple. Puis on prône plus les intérêts d'une société par son appartenance culturelle, sa langue ou son identité. Puis justement, le Québec se distingue notamment par notre langue commune, qui est le français, puis justement notre société qui est distincte du reste du Canada. Donc, d'un point de vue plus environnemental, c'est sûr que l'environnement, par exemple, au Canada, selon la Constitution, c'est aussi une compétence partagée entre le fédéral et le provincial. Donc, c'est sûr que le nationalisme vient s'incarner dans ce domaine-là. Plus d'un point de vue, par exemple, aller chercher pas des intérêts, mais plus comme prioriser des éléments davantage pour défendre les intérêts du Québec, d'un point de vue environnemental, social, culturel, puisque si on va avec la définition aussi du développement durable, on consacre aussi d'autres éléments, dont la gouvernance, par exemple, l'économie, la société, puis aussi le culturel qui s'implique là-dedans. Donc, au Canada, justement, notre système a deux volets, on peut dire. On a deux ministères de l'Environnement, on a aussi la même chose au niveau du ministère de la Santé. On a deux priorités différentes, on peut dire, pour les deux gouvernements, les deux États. Puis, justement, un autre exemple qu'on peut mettre l'accent, par exemple, en ce qui concerne le nationalisme québécois dans la lutte au changement climatique. On procède actuellement, bien sûr, à la transition écologique, et puis il faut faire attention à cette transition écologique-là, peut être au détriment aussi d'une extraction des minerais, par exemple, pour les batteries, par exemple, pour l'électrification des transports. Je donne un exemple. Par exemple, il y a une mine de lithium à 100 km du village de Eastman, dans le coin de la baie James, qui a été approuvée par le gouvernement fédéral pour justement extraire des minerais de lithium pour fabriquer des batteries. Puis, justement, ce projet-là a été approuvé par le fédéral le 16 janvier dernier. Puis, c'est aussi dans sa stratégie des minéraux critiques. Puis, le Québec, grâce à la Convention de la baie James, avec l'écrit en 1975, le gouvernement peut exiger des audiences publiques qui s'appellent le COMEX. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Puis, donc, le gouvernement fédéral a fixé comme 270 mesures de mitigation, que je trouve, à mon avis, que c'est énorme, là, de mesures de mitigation pour essayer de concilier développement économique dans l'extraction des ressources puis la protection de l'environnement. Puis, justement, l'habitat du caribou est aussi menacé dans cette région-là, qui est justement considérée aussi comme une espèce en péril ou une espèce plutôt prioritaire selon la loi sur les espèces en péril dans cette région-là, mais à travers le Québec aussi. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on doit prendre en compte dans le nationalisme québécois, dans la lutte au changement climatique. C'est qu'il faut vraiment se concentrer sur les intérêts du Québec par rapport à notre façon de voir les choses, surtout pour la protection de l'environnement. Puis qu'on a l'autre côté où est-ce que le Canada qui préfère plus extraire des ressources d'hydrocarbures, par exemple, puis justement l'extraire et puis subventionner ces entreprises-là. Donc, grosso modo, je pense que c'est pas mal ça qui doit être tenu en compte dans le nationalisme québécois dans la lutte au changement climatique. Et puis, c'est une question aussi de choix politique. C'est sûr que si on veut extraire des ressources, des mines, par exemple, pour financer
ou participer à notre transition écologique, il faut quand même protéger l'environnement aussi. Donc, c'est une question de choix. Il faut vraiment en tenir compte lorsqu'on accepte ces types de projets-là. Et c'est, je pense, le défi majeur qu'on a au 21e siècle actuellement. Un mot peut-être pour te compléter. En fait, vous savez, le nationalisme, là, c'est quelque chose des fois qui est associé négativement. Bon, il y a eu des dérives au nationalisme, mais le nationalisme en soi, là, ce n'est ni bon ni mauvais. C'est un sentiment d'appartenance. Puis tous les sentiments, tout dépendant de ce à quoi sont rattachés, ça peut être bon ou mauvais. Le nationalisme, c'est quelque chose qui peut être très positif, là, justement, quand c'est attaché au collectif, au commun. Donc, on est nationaliste quand on est attaché à notre langue, à notre identité, à notre culture, mais aussi à notre territoire. Puis c'est là que le lien avec l'environnement se fait. Lorsqu'on est capable de réorienter ce sentiment qui existe anyway vers une lutte noble comme celle pour la crise climatique, qui est une obligation qu'on a tout le monde, bien, ça devient intéressant, ça devient un moteur d'action parce il faut renverser la force d'inertie en ce moment. Donc, d'utiliser le nationalisme québécois pour la lutte au changement climatique, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui est souhaitable. Et d'ailleurs, peut-être juste compléter ma présentation aussi, j'ai été à QS aussi en 2018, j'ai travaillé au Parlement, j'ai notamment travaillé avec Sol Zanetti pour faire la première mouture d'abolir le serment au roi. Fait que si vous avez des questions, vous pourrez me poser ça à la fin, ça me fera plaisir d'y répondre. Super. En fait, c'est intéressant parce que, en fait, effectivement, là, en ce moment, on a la chance d'avoir une ancienne candidate de Québec solidaire et un ancien candidat du Parti québécois. Donc, on voit finalement qu'au fédéral, nos voix convergent vers la même direction. Cela étant dit, je reviendrai justement, en fait, justement, quand vous parliez, ça m'a fait penser, en fait, Nathan, justement, cette semaine, je sais pas, je pense que c'est un tweet, tu parlais justement, je ne veux pas mal te citer, je vais te paraphraser, mais ça concernait justement que, en fait, la nation, pour justement continuer, doit aussi apprendre un peu à s'autocritiquer. Puis à ce niveau-là, justement, en termes d'émissions de GS, justement, comment le Québec actuellement se positionne, Marie-Christine, puis... justement, est-ce qu'il y a des limites actuellement qui sont imposées par le fédéralisme? Puis, quelles sont-elles? Ben, on se mentira pas, OK? Le Québec, là, on fait une bonne job, mais on peut pas dire qu'on est sur la voie de la réussite en ce moment. Parce que maintenant, si je fais un petit portrait, là, j'ai sorti des chiffres, je vais essayer de ne pas aller trop dans la technicalité parce que ça peut devenir assez aride. Mais globalement, là, de 1990 à 2018, les émissions de GS au Québec ont diminué de 6 % environ. Mais malheureusement, en 2018 et 2019, ils ont augmenté un peu et on n'a pas encore les dernières données pendant la pandémie. Donc, est-ce qu'on va dans la bonne direction? C'est des questions qu'on peut se poser. On est, d'un point de vue du Canada, on est dans les leaders canadiens, ça, c'est indéniable. Toutefois, le Canada fait office de cancre en matière de lutte contre les changements climatiques. Donc, est-ce que être les meilleurs des pires, c'est être vraiment bon? C'est quelque chose qu'on peut se poser quand même comme question. D'ailleurs, je sais que c'est le portrait du Québec qu'on veut, mais le Canada, les émissions ont radicalement augmenté depuis 1990. D'ailleurs, là, je vous invite à porter attention lorsque Justin Trudeau et compagnie parlent des cibles, ils vont toujours utiliser en fonction des émissions de 2005. Pourquoi ils font ça puis ils font pas ça à partir de 1990 comme c'est le cas, par exemple, pour le Québec? C'est simple, de 1990 à 2005, là, les émissions étaient trop énormes, ça représenterait trop un gros obstacle, donc ça ne serait pas réaliste. Fait que c'est pour ça que des fois, il faut s'assurer de comparer des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges. Les chiffres de référence sont très importants. Puis je sais que des fois, ça devient aride parce que c'est des technicalités, puis ça réfère à rien concrètement. Mais sinon, des chiffres, là, rapidement. En 2019, les émissions totales de GS au Québec se chiffraient à 84,3 mégatonnes d'équivalence CO2. On dit équivalence CO2 parce qu'il y a différents types de gaz à effet de serre, pardonne-moi, je déparle. Et ça représentait 9,9 tonnes d'équivalence CO2 par habitant, donc 11,5 % des émissions canadiennes. On est beaucoup plus en termes démographiques que 11,5 % de la population du Canada. Donc, on peut voir la différence. Là, j'ai pas sorti le chiffre de combien représentait démographiquement, mais on est 11,5 % des émissions au Canada, alors qu'on est pas mal plus lourd démographiquement. C'est une bonne chose. Donc, le bilan du Québec, je dirais qu'il est mitigé. On a un potentiel qu'on doit se saisir. C'est à la fois une opportunité économique, mais aussi une obligation parce que
C'est une course mondiale pour la transition. Toutes les nations du monde devront affronter ça. Donc, développer notre expertise, c'est une manière de rayonner sur la scène internationale. Être un pays, c'est faire de la géopolitique. La géopolitique, c'est par exemple d'exporter notre savoir-faire à l'international et de contribuer à la transition. On pourra y revenir certainement, mais il y a beaucoup de choses à aborder à ce sujet. Moi, j'ai bien aimé le tweet, la paraphrase du tweet de Nathan sur... ça me fait plaisir. Donc, je pense que c'est important de s'autocritiquer. Surtout, j'ai un exemple qui m'est venu en tête, c'est avec Hydro-Québec. Hydro-Québec, bien sûr, on le connaît, c'est notre société d'État qui est un pilier de développement économique majeur au Québec durant les années 60 et 70. Par contre, le développement économique s'est fait avec Hydro-Québec. Bien sûr que ça dessert la grande majorité des Québécois au niveau de l'électricité, mais il y a eu quand même des conséquences face à justement le développement de l'hydroélectricité ici au Québec. On a inondé des villages, il y a eu aussi des habitats qui ont été détruits. Mais justement, pas grâce, c'est plutôt l'histoire nous permet aujourd'hui de réfléchir à comment on s'est rendu ici aujourd'hui. C'est vraiment d'y aller, il faut critiquer de ce qu'on a fait dans le passé et essayer de ne pas refaire ces erreurs-là. Puis, justement, plus récemment, on vient de passer une pandémie, puis la plupart des scientifiques disaient que si on veut relancer l'économie, il faut tout de suite faire la transition écologique et puis faire la transition aussi d'un point de vue économique. Mais justement, ça ne s'est pas produit. On est retourné dans nos vieilles habitudes, puis essayer de développer les manière économique de façon capitaliste, et puis la marchandisation aussi qui s'est fait. Mais on aurait pu le faire autrement, mais ça ne s'est pas fait. Donc, je pense que c'est un élément essentiel, c'est vraiment de s'autocritiquer pour pouvoir avancer des projets dans le futur afin de lutter contre les changements climatiques et aussi protéger notre environnement. Tout à fait. Hein? C'est une relance verte qu'on devrait faire là, en sortant de la pandémie. Parce que souvent, il y a des gens qui vont dire ça, on ne peut pas revenir à l'anormal. C'était anormal avant, c'était pas soutenable. Fait qu'il faut penser à l'avenir. Puis on aura l'occasion certainement d'expliquer davantage plus loin. Mais justement, parlant de conséquences, en fait, on parle beaucoup en ce moment des milieux humides, de la protection des milieux humides, de la protection des terres agricoles, justement davantage d'aires protégées. Justement, à différents niveaux, justement, on voit qu'on est dans une certaine forme de dépossession de notre territoire, notamment par différents acteurs économiques, le néolibéralisme. Justement, comment la souveraineté territoriale, à ce titre, contribuerait à la protection de notre territoire et à l'atteinte de notre souveraineté alimentaire. Christopher. Bon, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse pour cette question-là. D'abord, de formation, je suis un géographe. Donc, c'est sûr que pour la question, je vais parler de frontières. Donc, je pense que l'élément essentiel, c'est surtout pour un Québec qui veut s'assumer pleinement et qui veut être indépendant, qu'on souhaite par ailleurs, c'est d'assurer une intégrité territoriale, donc vraiment bien définir nos frontières. Je pense que c'est un élément essentiel parce qu'actuellement, nos frontières, bien qu'elles soient délimitées ou qu'elles soient tracées, il y a quand même des conflits au niveau de notre territoire pour bien délimiter les limites et puis nos frontières, que ce soit avec le Labrador, que ce soit même des fois au niveau du Golfe Saint-Laurent. Donc, je pense pour mieux protéger notre environnement puis bien s'assurer d'avoir une forme d'intégrité territoriale, c'est de mieux définir nos frontières. Et puis, avec ça, avec le droit, bien sûr, international, on va permettre aussi de protéger notre environnement parce qu'on est mieux capable de définir notre territoire. On est capable de mieux le connaître aussi. Et puis, je pense, à cet égard-là, c'est essentiel dans son ensemble pour la société québécoise de s'avancer. C'est vraiment d'y aller de ce côté-là. Donc, ça, c'est un des éléments que je voulais apporter. Puis, l'autre matière aussi bien sûr, au niveau de l'agriculture, qui est important, c'est notre consommation. Notre consommation, que ce soit de viande, que ce soit de nourriture, que ce soit une consommation matérielle, on dépasse, je trouve, notre façon de consommer par rapport à les ressources que nous avons actuellement sur la Terre, les ressources qui sont épuisables, on peut dire. Donc, c'est sûr que je pense au niveau individuel aussi, il faut penser à la façon qu'on consomme. Et puis, c'est sûr que l'État aussi a une forme de responsabilité pour essayer de contrôler cette forme de consommation-là qu'on a sur le territoire, que ce soit aussi au niveau des importations et des exportations. Et puis, c'est la même chose au niveau de l'agriculture ou que ce soit notre souveraineté alimentaire. Je pense que c'est essentiel de repenser un nouveau modèle aussi agricole afin d'inclure, par exemple, des systèmes maraîchers, par exemple, ou justement
assurer qu'il y a une relance aussi, une relève pour notre modèle agricole actuellement. C'est sûr qu'il y a des intérêts plus d'étrangers qui viennent ici, plus pour, par exemple, faire de la spéculation au niveau de nos ressources et puis nos terres agricoles. Donc, je pense que c'est essentiel aussi de tenir compte des agriculteurs et de leurs besoins, surtout dans la lutte au changement climatique, parce que même eux sont au prix avec ça, avec des défis majeurs, là, avec des conséquences, par exemple, des sécheresses, des pénuries d'eau, que ce soit ici ou que ce soit même ailleurs dans le monde. Donc, je pense qu'il faut repenser le modèle dans le sens où même si on sait que l'agriculture est aussi un domaine ou un secteur qui émet beaucoup de GS, je pense qu'il y a une façon de voir les choses qu'on peut voir de façon plus positive à l'avenir. Et puis, pour assurer notre souveraineté alimentaire, il faut justement respecter nos agriculteurs actuellement sur notre territoire et assurer d'avoir un meilleur cadre, on peut dire, juridique pour encadrer le tout. Donc, je pense que c'est des éléments essentiels pour notre avenir, surtout pour assurer une souveraineté alimentaire. En matière d'environnement, il n'y a pas une solution miracle. Hein? Il faut multiplier les bonnes initiatives. Ça, je pense que c'est central. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés voir notre vrai Parlement, l'Assemblée nationale du Québec, à Québec? Ce qui est hot, c'est qu'à Québec, il y a, par exemple, sur le toit du Parlement, il y a des ruches. Donc, il y a des abeilles pour favoriser la pollinisation dans le centre-ville. Il y a, par exemple, devant le Parlement, un jardin qui est géré par le Parlement, mais qui est accessible aussi aux gens. On peut aller les cueillir quand c'est prêt. Ce genre d'initiative-là, c'est vraiment super. Les arbres dans les rues, pourquoi ne pas mettre, par exemple, des arbres femelles qui produisent des fruits pour nourrir, par exemple, les sans-abri ou autres? Bon, c'est sûr que ça implique un peu de gestion pour les municipalités, mais c'est des pistes de solutions qu'il faut envisager. L'agriculture urbaine, favoriser que chaque personne ait un petit lot de terre pour pouvoir avoir son petit jardin. Tu sais, c'est des petites solutions qui sont pas trop compliquées à faire puis qui pourraient aider à ce qu'on se dirige vers l'autonomie alimentaire. Puis c'est sûr que, tu le dis un peu, la relève agricole qui veut aller vers des fermes biologiques. Ah, vous savez que, par exemple, une ferme biologique là, plus petite produit plus du pied carré qu'une méga exploitation agricole. Hein? Donc ça, il faut le dire. C'est beaucoup plus intéressant. Il y a moins de frais de déplacement. Il y a moins de... Donc, il y a plein d'avantages à avoir plus de petites fermes que quelques grandes fermes méga puissantes. Donc ça, il faut le dire. Mais c'est ça, c'est intéressant pour ça, ces modèles-là d'agriculture urbaine à développer. Et notre Assemblée nationale le fait. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de parallèles à faire entre nationalisme et territoire. Donc, voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Bien, je pourrais ajouter davantage. C'est sûr que, comme tu l'as mentionné, les villes sont, selon moi, justement, l'élément essentiel dans notre transition, puis au niveau de notre autonomie alimentaire. Faut que le gouvernement, que ce soit provincial, même fédéral, faut qu'il aide les municipalités à s'adapter face au changement climatique, notamment pour le reboisement, la foresterie urbaine, par exemple, qui est un de mes domaines de spécialisation, d'ailleurs, dans ma maîtrise. Et puis, justement, que ce soit l'agriculture urbaine, que ce soit aussi d'autres initiatives qui permettent aux citoyens d'être aussi impliqués dans ça. Donc, je pense que c'est un élément essentiel, c'est les villes qui doivent aussi avoir leur part des choses, mais il faut les accompagner. Parce qu'il y a des villes, des municipalités, ou même que ce soit des villages qui n'ont pas nécessairement les moyens pour le faire, et puis qui ont des contraintes budgétaires actuellement. Et puis, surtout avec les peu de ressources qu'ils ont actuellement, si le gouvernement est capable de les aider, que ce soit au niveau aussi du savoir-faire ou que ce soit au niveau financier, bien, je pense que ça peut être un élément essentiel afin d'assurer une meilleure autonomie alimentaire. Et puis, il y a quand même beaucoup de parallèles à faire avec la conférence de la semaine passée sur l'économie, hein, parce que je ne sais pas si ça avait été abordé la semaine passée, mais le déséquilibre fiscal, là, il est très présent un peu partout. Les municipalités sont sous-financées et notamment, ils reposent sur la taxe foncière pour avoir des nouveaux revenus. Ça, la taxe foncière, c'est des nouvelles constructions qui vont amener des taxes à la ville. Le problème, c'est que ça fait en sorte qu'ils doivent, par exemple, déboiser pour pouvoir construire. Et ça, c'est vraiment problématique parce que quand on parle de milieux humides, ça ne favorise pas les villes à protéger ces milieux-là qui sont critiques, qui sont sensibles. Donc, il faut voir le déséquilibre fiscal au Canada. C'est vrai au niveau du Québec, mais c'est vrai au niveau des municipalités aussi. Quand on parle du mouvement indépendantiste au Québec, historiquement, ça a été un mouvement de décentralisation. Ottawa n'a pas à nous dire quoi faire. C'est ça la base de tout parce qu'ils sont trop loin, ils sont déconnectés des réalités. Et comme le disait Christophe, les villes sont pluguées, excusez-moi l'anglicisme, mais ils sont vraiment ancrés dans le terrain avec la réalité. Il y a des boucles de rétroaction avec la population qui sont pas mal plus réalisables, réalistes. Et c'est ça qui est intéressant.
Et là, je sais que ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui, mais on est dans un contexte aussi de crise de la démocratie. Donc, de valoriser le municipal, c'est aussi une manière de faire une relance démocratique. Puis tout est dans tout quand on y pense. Fait que c'est un peu aussi là-dedans qu'il faut concevoir la suite des choses. Fonder le pays du Québec, là, c'est mettre des nouvelles fondations. Faire un pays, là, ça ne va pas tout régler, ça ne sera pas comme une solution magique, mais c'est une opportunité de faire mieux. C'est une opportunité de mettre des bases nouvelles pour la suite. Et ça, on a ce privilège-là au Québec de par notre histoire. On hérite de ça. Et ce ne sont pas toutes les places dans le monde qui ont cette opportunité-là. Alors, je pense qu'il faut commencer à revoir que l'indépendance du Québec, là, c'est une opportunité, un privilège qu'on a en tant que Québécois pour des problèmes qui sont mondiaux. Donc, voilà, je m'arrête ici, sinon je vais continuer toute la soirée. Ben, en fait, non, mais moi, je vais te faire continuer plus là-dessus, mais je vais changer peut-être un peu... justement, vous avez parlé de déséquilibre fiscal, de capacité de faire mieux. On a aussi parlé de l'État-nation, puis du rôle des villes. Donc, à ce niveau-là, je vais peut-être plus l'orienter là-dessus, justement, la question. Peut-être plus parler maintenant de l'idéal type. Parce que, tu parlais tout à l'heure, Marie-Christine, d'un souci démocratique. Donc, à ce titre-là, en fait, quand on parle de ça, nécessairement, on parle du régime fédéral. Donc, à ce titre-là, l'idéal type, justement, advenant un Québec indépendant, par exemple, comment le Québec pourrait se positionner par rapport à la lutte au changement climatique? L'idéal type, disons. OK. Bien, c'est vrai, ça. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que, dans le fond, c'est pas mieux, en tant qu'environnementaliste, mettons, ici au Québec, au Canada, de dire, bien, moi, je vais faire comme Stephen Guilbeault, puis je vais aller m'assurer que le Canada devienne un modèle vert. Bonjour, bienvenue. Donc, des fois, s'excuser, ça attire plus l'attention qu'autre chose. Mais bon, l'attention est là, on aime ça. Est-ce qu'on devrait plutôt réformer le Canada ou faire un Québec vert? En fait, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que les économies du Québec et du Canada sont structurellement différentes. Peut-être si vous étiez là la semaine passée, je pense que le concept de mal hollandais avait été abordé. Ça, le mal hollandais, c'est quand l'exploitation des ressources naturelles nuit à l'économie manufacturière, notamment à l'économie manufacturière du Québec. Nous, ça a été un vrai enjeu. Donc, par exemple, quand le dollar canadien augmente, ça nous nuit. Donc, il y a des... là, je pense que je me suis mêlée, mais en tout cas, c'est pas mon terrain d'études, c'est simplement quelque chose que je connais un peu. Mais ça, il faut prendre en considération ça, là, ces différences structurelles-là entre le Québec et le Canada. Ça fait en sorte qu'on a des défis qui sont différents. Le Canada est englué dans le pétrole et les gaz de schiste. Et c'est ça le problématique. Je ne sais pas si vous connaissez l'Agence de l'énergie du Canada. On s'entend, l'Agence de l'énergie du Canada, c'est pas le GIEC, là, c'est une agence qui est censée s'assurer de la sécurité énergétique. Eux autres, là, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il faut arrêter de développer des projets de sable bitumineux, de pétrole. On n'en est plus là. Ils ne parlent pas de tout fermer, ce qui existe en ce moment demain matin, mais ils disent arrêtons de développer. Il y a un environnementaliste qui a grimpé la tour du CN pour faire un stunt politique sur l'environnement. On parle bien sûr de Stephen Guilbeault, qui est à la tête du ministère de l'Environnement en ce moment. Est-ce que ça allait changer quelque chose? Baie-du-Nord a eu le feu vert. Baie-du-Nord, qui est un projet dans un projet d'exploitation pétrolière dans un milieu marin fragile. 40 forages en mer, des exemples qui se multiplient. Christophe pourrait certainement en nommer d'autres. Pendant que le Québec, on est le premier État en Amérique du Nord à avoir fermé la porte à l'exploration et à l'exploitation des industries fossiles comme ça. Peut-être que ça vous semble symbolique parce que c'est pas vraiment ce qui repose notre économie, mais on l'a quand même fait. Il y avait quand même des permis d'exploitation éventuelle qui avaient été émis, qu'il a fallu quand même fermer la porte. Donc, d'un point de vue, qu'est-ce que le Québec pourrait faire de différent? Peut-être que vous avez parlé du Buy America Act. Nous, au Québec, dans le fond, je vais essayer de ne pas vous mélanger, mais au Québec, on a l'hydroélectricité qui est vraiment intéressante, puis on a toute l'expertise avec Hydro-Québec. Ce qui veut dire que notre filière des batteries électriques, c'est intéressant pour devenir ce que Legault a dit, la batterie verte de l'Amérique du Nord. Bon, c'est pas une idée qui est propre à Legault, c'est une idée qui existe outre lui. Mais l'intérêt d'être un pays, c'est de pouvoir négocier nous-mêmes nos traités de libre-échange. Je reviens au Buy America Act. C'est qu'en fait, en ce moment, il y a des négociations et nous, on a beaucoup de liens avec la Californie, notamment Lion Électrique. Là, la Californie, c'est un de leurs principaux clients. Lion Électrique, qui sont des autobus électriques, notamment.
Et c'est intéressant pour nous de développer avec eux parce qu'il y a beaucoup de minéraux rares. Et les minéraux rares, c'est le prochain pétrole. Mais comme Christophe l'a dit, ça implique des mines, ça implique l'exploitation et donc l'émission de GES. Mais toutefois, là, il faut faire la balance des inconvénients parce qu'on a besoin des batteries électriques pour faire des autos électriques et remplacer le pétrole. Donc, à court terme, est-ce qu'on va aller là-dedans? À cause de l'urgence, on n'a pas le choix, on a besoin de batteries électriques. Le Québec développe de plus en plus sa capacité à recycler les batteries électriques, donc ça, c'est intéressant. Mais il va falloir éventuellement faire une deuxième transition pour sortir aussi de ça. Mais à court terme, on a besoin de ça. Et je m'en allais parce que là, ce qu'on aurait besoin, c'est d'avoir une clause dans le Buy America Act qui exclut tous les produits pour la transition, pour faciliter la transition. Les États-Unis ont besoin de nos minéraux rares pour faire leur transition. Et nous aussi, on a un gain avec ça parce que ça nous permet de développer notre économie dans les énergies renouvelables pour la transition. Donc, c'est un échange qui pourrait être mutuel entre le Québec et les États-Unis. Le problème, c'est qu'on a un intermédiaire pour nos négociations qui est Ottawa. Et Ottawa a ses propres intérêts, notamment de défendre le secteur de l'automobile de l'Ontario. Donc, on est un peu soumis à d'autres impératifs qui ne sont pas liés avec notre économie, qui ne sont pas liés avec nos ressources, qui ne sont pas liés avec nos objectifs. Et on est soumis à ces impératifs-là en étant membre de la Fédération canadienne, même si on n'a jamais signé la Constitution. Donc, de devenir un pays, ça nous permet nous-mêmes d'aller faire des négociations pour les traités. Ça, c'est un exemple avec les États-Unis parce qu'ils sont à côté, parce qu'il y a une proximité forcément d'échange qui peut être intéressante. Mais ça peut arriver dans d'autres domaines. Une frontière, ça bloque aussi un pétrole, un pipeline qu'on ne veut pas. Hein? Parce que vous savez, il y a la question de l'intérêt national qui pourrait revenir. Il pourrait nous imposer un pipeline dans la gorge, même si on n'en veut pas au Québec. Donc, il y a ça aussi à considérer. C'est plein d'éléments qu'on pourrait développer davantage, mais c'est quand même des pistes de réflexion qu'un Québec-pays aurait les coups des franches. En fait, aussi, on aurait notre argent. Un petit dernier élément que je vais apporter, si je parle trop vite, vous me le direz, je vais ralentir. Mais c'est en fait que le secteur électrique au Québec, on est en avance sur le Canada, qui a commencé à développer des filières, notamment en Ontario. Le problème, c'est que notre argent, on ne le contrôle pas, puis on ne décide pas tout où est-ce qu'il s'en va. Je vais donner l'exemple d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, là, c'est une fierté, c'est de l'expertise pour la transition. Le fédéral ne l'a jamais financé. Je regarde après ça, mettons, Trans Mountain. Trans Mountain, qui, je vous rappelle, à l'origine, c'est un pipeline qui devait servir, les profits engrangés par ce pipeline-là, devaient servir à financer la transition énergétique. Ça, c'est le modèle scandinave. Mais eux autres, ils l'ont fait à l'époque, dans les années 70. Fait qu'on n'en est plus là aujourd'hui. C'est plus le même contexte. Mais aujourd'hui, les libéraux ont encore la rhétorique de dire on va construire des pipelines pour financer la transition. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé avec Trans Mountain? Ça a été un échec monumental. Et finalement, c'est une perte de 25 milliards, dont 17 milliards de pertes nettes. Je veux juste prendre quelques instants pour souligner. Là, 17 milliards de dollars, c'est énorme. Imaginez là, la portion québécoise de cet argent-là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec pour, par exemple, soutenir Hydro-Québec, pour accélérer l'innovation verte aussi, hein, parce qu'il peut avoir, on peut vraiment développer, ça j'y reviendrai parce que c'est dans les questions plus loin, mais Hydro-Québec pourrait certainement développer un secteur encore plus fort pour être au service de la transition, des nouvelles technologies, de l'innovation. On est quand même dans un concept d'économie. L'innovation, c'est important, la performance, la productivité. Mais tout ça, ça peut être lié avec pas l'indépendance, mais la transition énergétique. Mais si notre argent, on reprend le contrôle de notre argent, on décide comment on l'investit en fonction de nos objectifs, en fonction de nos ressources. Mais là, on est soumis. C'est le Canada qui a notre carte de crédit en main puis qui dépense en notre nom en fonction de ce que lui, il décide. Et c'est malheureusement, plus souvent qu'autrement, en contradiction avec les intérêts du Québec. Wow! C'était bon, ça. C'est super bien dit. Puis justement, je pense pour ajouter davantage, on a parlé de mines, Marie-Christine, puis il faut aussi penser que la stratégie des mines aussi au Canada, pour le gouvernement fédéral, actuellement aussi se repose sur l'extractivisme, mais aussi en Amérique latine. La plupart des mines ou les minéraux critiques se fait aussi en Amérique latine. Donc, il y a aussi cet aspect-là de néocolonialisme aussi qui se fait. Puis, il faut
faut tenir compte dans notre transition écologique, lorsqu'on exploite ces types de ressources-là, faut penser aussi à ce qui se passe ailleurs, puis penser à ce qui se passe ici aussi. Donc, si on a un besoin accru en demande, par exemple, en ressources des mines, par exemple le lithium, que ce soit au type de minerais, il faut aussi penser à comment on l'exploite, où on l'exploite, puis bien, comment, bien sûr. Là, on peut utiliser différentes terminologies. Puis, en fait, où est-ce que je veux m'en venir, c'est, par exemple, si on a des mines ici au Québec, mais il faut aussi on les utilise, mais il faut les utiliser durablement. Il ne faut pas exploiter de manière drastique. Puis, justement, si on utilise un modèle qui est plus durable, bien, c'est sûr que ça peut, à long terme, être bénéfique. Mais je reviens aussi sur l'élément essentiel que j'avais abordé au début de la conférence, c'est notre consommation. C'est sûr, si on prône, par exemple, l'électrification des transports, mais qu'on veut, par exemple, plus de voitures électriques sur les routes, mais est-ce que c'est vraiment ça notre solution? C'est plutôt le développement des transports en commun. Il faut aider justement les agences de transport régionaux à justement développer un meilleur réseau de transport, puis en l'électrifiant, bien sûr. Mais si on électrifie des voitures, bien, ça cause d'autres problèmes, des congestions sur les routes. Donc, il faut utiliser aussi les batteries d'une manière efficace. Et puis, je pense que c'est pas mal ça qu'il faut utiliser pour assurer une meilleure relance verte. C'est une efficacité d'un point de vue énergétique au niveau de nos ressources. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai dressé le portrait du Québec plutôt rapidement. Je n'ai pas mentionné que le gros défi au Québec, c'est les transports. Ça, c'est clair, là, il faut sortir du transport individuel comme seule manière de se déplacer. Imaginez, moi, je viens de la ville de Québec, on n'a même pas encore de réseau de transport structurant. Ça fait encore débat d'en avoir un. Fait que... mais le troisième lien, il arrive. Oh, oui! On va avoir un troisième lien pour tout le monde. Là. Ouais, tout le monde va être content. Mais oui, en tout cas, on a des gros enjeux quand même. Il y a aussi, d'un point de vue fédéral, là, il y a le TGV qui brette aussi dans le manche depuis vraiment longtemps. Mais ça, là, on n'aura pas le choix d'aller là. Ça va prendre... En fait, c'est ça le paradoxe qu'on est. On n'aura pas le choix d'émettre des GES pour la transition parce que, par exemple, construire là, un réseau ferroviaire à la grandeur du Québec pour le connecter, c'est sûr que ça va émettre des choses, mais il faut avoir la vision de dire que c'est pour se rendre à un objectif où qu'on va être plus efficace, où qu'on va avoir une société qui va être plus adaptée, plus en symbiose avec la planète, la Terre. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas le choix. Puis c'est un peu le même dilemme qu'on a avec les minéraux critiques puis les batteries électriques. C'est pas magique, là, avoir un auto électrique. C'est pas la solution. C'est en attendant, parce qu'on est dans l'urgence de sortir de notre dépendance au pétrole. Il faut bien réaliser ça. Là. On est dans un contexte d'urgence. Il faut mettre fin aux subventions des énergies fossiles. Le Canada n'est pas encore capable de faire ça. C'est son gros enjeu là, en ce moment, c'est sortir de l'industrie pétrolière. Et tu sais, là, des fois, là, vous jasez, mettons, avec des conservateurs, tout ça, ils vous disent « T'es bien content d'en avoir, toi, du pétrole de l'Ouest, hein? Tu t'aimes pas mieux de l'importer? » Il faut noter que le pétrole des sables bitumineux sert à l'exportation. Il n'est pas pour une utilisation interne. Là. Donc, c'est pas pour notre usage. C'est important de le comprendre, ça. Parce que c'est un peu une rhétorique qui est fausse, que souvent les adversaires de la transition vont utiliser. On connaît maintenant nos enjeux, nos défis. En fait, également notre idéal type. On parlait également d'un modèle plus durable, un modèle québécois. Donc, à ce niveau-là, on va peut-être plus l'orienter. Mais en fait, ma question va plus être orientée maintenant sur le positionnement du Québec, par exemple, sur la scène internationale. Comment, justement, le Québec peut être un acteur dans la lutte au changement climatique et, en fait, écologique mondial, malgré son plus faible poids d'émissions de GS. Et sa superficie, on parle justement que le Québec est petit à l'échelle mondiale, etc., etc. Donc, justement, Christopher, est-ce que le Québec, de quelque manière que ce soit, peut mener ces acteurs plus importants à réussir leur transition écologique? Donc, à ce niveau-là, comment, justement, le Québec peut être un meneur international? C'est sûr qu'actuellement, le modèle qu'on a ici au Québec, c'est sûr qu'avec un gouvernement caquiste qu'on a, qui est élu, qui dit relancer une économie verte d'ici 2030, mais qu'on voit rarement des actions vraiment concrètes qui se font actuellement. Mais d'un point de vue à l'international, si on prend un meilleur modèle, on tient compte par exemple du développement durable ou la durabilité de notre économie, je pense que ça peut être essentiel pour être au sein des nations à l'international.
puisque justement, si on a une voix, maintenant qu'on a le gouvernement fédéral qui tient sa voix, par exemple, sur la scène internationale, que ce soit dans les différentes conférences internationales, je pense que le Québec a tout à gagner pour être au sein des nations, que ce soit aux Nations unies ou que ce soit dans d'autres types de conférences, puisqu'on a un savoir-faire qui peut être développé davantage. Et puis, si on n'a pas les moyens nécessairement pour le faire, bien, c'est sûr qu'on est bloqué en tant que société. Donc, je pense que si on devient indépendant, bien, on va pouvoir justement montrer au monde qu'on est capable. Puis justement, comme tu as mentionné, bien, on compare, par exemple, le Québec avec le reste des provinces par rapport à nos émissions de GES. Mais si on continue toujours à se comparer à différentes provinces ou différentes manières que les autres pays font actuellement, bien, c'est sûr, je pense que des fois, il y en a qui disent on n'aimait pas tant de GES, donc on devrait stagner au niveau du développement économique. Mais je pense qu'on devrait plus réorienter, par exemple, notre façon de voir les choses. C'est d'y aller, par exemple, à si on est capable de faire mieux, mais pourquoi pas on avance dans cette idée-là. Donc, je pense que si on se compare davantage à différentes nations, aux différentes provinces actuellement, je pense que ce n'est pas l'idéal d'y aller de l'avant avec ça. Mais si on prend, par exemple, un nouveau modèle vers une relance verte, je pense que ça peut être essentiel au niveau de la scène internationale. Tout à fait. Puis peut-être pour compléter, on a parlé des minéraux critiques. J'ai notamment dit que les minéraux critiques, c'est le nouveau pétrole. J'ai des petits chiffres à vous mentionner. OK? La Banque mondiale prévoit que pour alimenter la transition énergétique vers les batteries, la production de minéraux comme le cobalt devra augmenter de 500 % d'ici 2050. Juste pour vous montrer un peu la demande, où est-ce que ça s'en va. Pour des minéraux comme le lithium et le graphite, la demande pourrait augmenter de pas moins de 4000 %. Donc, ça vous donne une idée de vers où on s'en va. La demande est très, très forte. Okay? Les sols du Québec, il y a beaucoup de minéraux d'avenir comme le cuivre, le graphite, le niobium, le zinc, le cobalt, le nickel, le titane et le lithium. Ça, c'est tous les minéraux stratégiques. Dans le plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025, il y a notamment un partenariat entre le Centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. On revient avec l'expertise développée à Hydro-Québec. Et le Lawrence Berkeley National Laboratory, excusez mon accent, en Californie pour créer la batterie du futur. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le Québec, on peut être un leader. Mais pour ça, il faut sortir de notre mentalité qu'on est né pour un petit pain puis qu'on n'a pas d'impact sur la scène internationale. C'est faux. Vous qui êtes jeune, qui êtes la relève, là, n'ayez jamais le syndrome de l'imposteur, OK? Ce que vous ne savez pas, vous pouvez l'apprendre. Foncez. On est capable de voir grand. Et lorsqu'on est un pays, lorsque le Québec agit sur la scène internationale, on peut faire bouger l'ordre établi des choses. Le Canada a trop des considérations politiques. Il ne peut pas parler librement. Mais le Québec, on a un peu plus de pouvoir de parler parce qu'on a rien que nous à gérer. Et en droit international, on parle souvent du pouvoir de l'influence, le soft power. Okay? Puis ça, c'est parti d'une analyse de la K-pop. Je ne sais pas s'il y en a qui sont des amateurs de K-pop, mais c'est quand même fascinant de voir l'évolution de la Corée du Sud. La Corée du Sud qui, là, quelques décennies seulement, était vraiment pas la société qu'elle est en ce moment. Et avec sa culture qui est devenue très forte, a rayonné un peu à l'international pour amener du tourisme, pour faire valoir leur culture. Et ça a même ébranlé un peu la Corée du Nord, qui est censée être une société hermétique fermée. Je parle de ça parce que ça nous a fait réaliser qu'une petite société peut avoir un pouvoir d'influence très grande lorsqu'elle se donne la peine d'y accéder. Le Québec, c'est ça. Et la politique, dans le fond, c'est quoi? C'est une question de rapport de force. Si le Québec pousse dans la direction de la transition, ça l'ajoute dans le rapport de force mondial pour que les grands plaques tectoniques, si on veut, bougent. Donc, c'est ça le Québec qu'on a besoin. On a besoin qu'on devienne un leader. Le Canada ne le fera pas. Il nous a prouvé à plusieurs reprises. Il revient constamment sur ses promesses. Je veux dire, les pailles en plastique, là, combien de fois Justin Trudeau l'a annoncé comme étant le centre là, de leur politique? Là, les arbres qu'ils nous avaient promis de planter, là, c'est beau planter des arbres, on veut stocker du carbone, mais ils les ont même pas plantés, ces arbres. On en est là. Puis là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'à place de sortir de l'industrie des sables bitumineux, l'industrie des énergies fossiles,
on va les rendre carboneutres. Donc, la production de sable bitumineux, on va avoir des capteurs de carbone pour que ce soit carboneutre. Mais ça, là, c'est une fraude, là, parce que ça ne considère pas que le pétrole va quand même être utilisé il va être brûlé pour, par exemple, transformer en plastique ou utilisé dans les véhicules. C'est toutes des choses qui ne sont pas mentionnées. C'est facile de dire n'importe quoi aux chiffres, mais c'est pas une voie d'avenir. Il faut sortir de ça. Puis, même l'Agence de l'énergie du Canada l'a dit. C'est pas un centre gauchiste, là, tu sais. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est des enjeux réels. Fait que c'est Alain Deneau qui a mentionné ça dans son livre « Bande de colons ». Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, mais d'un point de vue historique, au Québec, là, au Canada, en fait, le mouvement indépendantiste québécois représente un des mouvements populaires les plus forts au Canada. Un des mouvements populaires les plus forts au Canada. Ça veut dire que si on décide de s'assumer pour nous-mêmes, ça va avoir une répercussion aussi dans le rock, dans le rest of Canada. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu sais, là, si on fait une petite mini-parenthèse, le Canada serait devenu un État unitaire s'il n'y avait pas eu le Québec, parce que c'est le Québec qui a fait des représentations devant le Conseil privé de Londres à l'époque où que la Fédération prenait forme avec McDonald pour s'assurer que les compétences soient respectées. Bonjour. Et bref, donc c'est ça. Et puisque Londres était en porte-à-faux avec Ottawa à l'époque, parce qu'Ottawa revendiquait sa propre indépendance, il avait tendance à pencher vers les provinces, donc vers le Québec. Donc, lorsqu'on s'est battu pour notre liberté, nos compétences, notre autonomie, on s'est en même temps battu, par conséquence, par ricochet, pour l'autonomie des autres provinces. Donc, c'est ça qui est intéressant à voir. Là. Il y a une racine universelle à nos luttes, à toutes les luttes, en fait. Et lorsqu'un acteur peut s'affirmer sur la scène internationale, eh bien, c'est inspirant. Et c'est en étant inspirant qu'on va inspirer les autres à faire de même. Donc, c'est un peu ça qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de géopolitique. C'est un élément clé de l'indépendance nationale pour influencer ce qui se passe dans le monde. Si on veut changer le monde, il faut changer le Québec. Il faut que le Québec puisse agir sur la scène internationale. Parlant du monde, en fait, on comprend que le Canada n'est pas très bon. Mais dans le monde, il y a 4 États qui ont atteint la carbonégativité, soit le Bhoutan, le Suriname, la Tasmanie et le Panama. Dans le cas de la Tasmanie, cette dernière y est arrivée en développant une énergie renouvelable. 94% de l'énergie y est renouvelable. En valorisant ses forêts, 53% de ces forêts sont des aires protégées, et en réduisant l'exploitation forestière. Comment le Québec, Marie-Christine, pourrait-il suivre cette tendance? C'est une question qui n'est pas évidente à répondre. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse, mais je n'aurais pas la prétention de dire que je suis une experte non plus en matière de transition énergétique. Toutefois, j'ai des pistes de réflexion à vous proposer. On dit souvent qu'il faut consommer moins, mais mieux. C'est un peu la même chose avec l'énergie. Il faut viser la sobriété et l'efficacité énergétique. Ça, globalement, ça veut dire qu'il faut réduire notre utilisation, il faut être plus efficace. Par exemple, nos maisons, il faut qu'elles soient mieux isolées. Il faut que chaque, mettons, kilowattheure d'énergie qu'on utilise soit utilisé à bon escient. Donc, c'est un avenue qu'il faut envisager. On parle souvent là, des manques d'énergie qu'on va avoir. Mais pour combler ces manques-là, c'est pas de construire des nouveaux barrages qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Je l'ai dit au début, l'hydroélectricité, c'est une bonne source d'énergie, mais les barrages, ça crée des GES, ça déstabilise l'écosystème, ça a des répercussions négatives. Il faut considérer ça dans le portrait global. Et là, on les a construits, c'est super, mais maintenant, pour la suite, c'est peut-être pas de construire des nouveaux barrages l'avenir, tu sais. Et ce qui est intéressant dans les énergies renouvelables, c'est de revoir un peu le rôle d'Hydro-Québec, qui ne soit pas uniquement le producteur d'électricité. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que chaque maison pourrait devenir des micro-producteurs d'électricité avec, par exemple, des panneaux solaires sur le toit. Ceux que c'est possible, une petite éolienne dans le cours, pourquoi pas? Quand tu es proche d'un cours d'eau, pourquoi il ne pourrait pas avoir des genres de micro-barrages qui peut-être n'affectent pas? En tout cas, ça, je mets ça avec beaucoup de parcimonie parce que ça crée des problèmes. Mais bref, il faut être capable de voir que chaque maison pourrait créer de l'énergie. Et lorsque tu as un surplus, tu renvoies à Hydro-Québec. Mais Hydro-Québec est branché quand même en toi parce que si tu as besoin, est là. Et là, donc, on parle de symbiose avec Hydro-Québec où on peut en produire. Hydro-Québec en produit aussi. On augmente globalement sans créer d'autres problèmes. Donc, c'est intéressant d'aller dans cette optique-là aussi, de revoir le lien qu'on a avec Hydro-Québec. Et même peut-être si votre maison est rendue tellement productrice d'énergie,
alimenter le Québec, alimenter les autres maisons en envoyant l'énergie à Hydro-Québec. Donc, c'est des pistes de solutions qu'on peut pour la carboneutralité. Il y en a certainement d'autres, là, notamment, là, il y a 6 axes, en fait, qui sont dits pour la sobriété. Peut-être que je peux les mentionner là, après. Si tu vas-y. Mais, dans le fond, de la surabondance à la suffisance matérielle, ça veut dire sortir du toujours plus. De la centralisation à la relocalisation, ça veut dire des mini-centres urbains, d'avoir accès à des commerces, des milieux de vie plus proches de là où on habite. Moi, par exemple, je viens de Québec. Là. À Québec, là, c'est tout des dortoirs, puis il y a le centre urbain là, avec Saint-Jean-Baptiste, puis la Basse-Ville, qui se passe de quoi, mais sinon, c'est vraiment là, des coins, voyons, des regroupements. J'ai le terme circonscription, mais c'est ça. C'est la banlieue. Il y a la maison, le bungalow, puis il n'y a pas de commerce de proximité. Je veux dire, c'est ça qui est problématique. Il faut faire des mini-centres urbains. D'ailleurs, mention spéciale à Bruno Marchand, que c'est dans ses priorités. Ça, c'est une bonne chose à faire. Sinon, un autre axe, c'est du travail salarié aux activités gratuites, en ce sens que le bénévolat, c'est un élément qui est intéressant pour la relève parce qu'il peut avoir la transmission des compétences, des savoirs. Le savoir-faire, apprendre à faire nous-mêmes des choses, c'est important. Sinon, il y a du culte de la vitesse à la mobilité économe. Il faut ralentir. De l'artificialité à l'adéquation nature-culture. On est dans l'ère de l'anthropocène en ce moment. L'empreinte de l'homme sur son environnement. On est plutôt dans une vie de type parasite, dans le sens qu'on profite de la Terre, mais on laisse des conséquences négatives en retour. Il faut plutôt viser vers la symbiose, c'est-à-dire qu'il y a un échange mutuel et codépendant entre les organismes qui y vivent. C'est quelque chose qu'on peut atteindre. Là, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. J'écoutais Découverte l'autre jour. Ça parlait de notre visage. On a tous des acariens sur le visage. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous en informe. Ces acariens-là sont transmis par notre mère à notre naissance. Et c'est intéressant de voir comment ces acariens-là ont évolué. Ils ne sont pas comme les acariens qu'on va retrouver dans les lits. Là. C'est vraiment une forme spéciale d'acarien qui se nourrit de notre sébum de peau et qui permettent à nos pores de peau, notamment, de rester débouchés, puis il peut avoir d'autres effets. Donc, ils ont muté de type parasite vers un type symbiose et il s'est rendu qu'ils vivent avec notre peau et il y a un échange de bons procédés. Donc, si des acariens qui sont des micro-organismes sont capables de le faire, peut-être que nous qui sommes évolués, qui avons une intelligence, on est capable aussi de viser à être en symbiose avec notre environnement. Donc, voilà, c'est les grands axes là, de la sobriété et agir sur le transport. Là. Ça, je l'ai dit, là, mais il faut un chantier pour connecter le Québec entre eux. Mais, mettons, moi, je veux venir ici, là, à Montréal, il faut que je vienne en auto parce que le transport n'était pas optimal. Mais si, là, il y a du transport structurant vraiment facile, efficace, c'est sûr que les gens vont le prendre. C'est un gain d'efficacité. Tu peux travailler dans le transport. C'est un gain de sécurité. Il y a pas mal moins de risques d'accident. C'est plus facile, c'est fiable. Tu n'as pas besoin d'avoir de permis. Ça coûte moins cher. Il y a plein d'avantages et c'est nécessaire pour l'avenir. En plus que ça va permettre au Québec d'être connecté entre lui-même. Donc, de connecter les régions, ça peut aussi revaloriser nos régions qu'on aime, qu'on veut qu'ils vivent, qu'ils soient dynamiques. Voilà. Donc, ça, c'est des très bonnes pistes de solutions. Puis j'ajouterais aussi que le Québec peut aussi mettre l'accent sur le principe de pollueur-payeur. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Donc, c'est vraiment un principe de développement durable où est-ce que justement, comme le mot dit, tu pollues tant, tu payes tant. Donc, ça peut être un élément qui peut être essentiel pour viser la carboneutralité afin de compenser justement que ce soit aussi au niveau du marché du carbone, que ce soit avec le marché que nous avons avec la Californie actuellement, ou bonifier ce régime que nous avons de marché du carbone avec d'autres acteurs. Ça peut être quelque chose de très intéressant pour viser la carboneutralité. Puis, avec ce principe-là, un élément qui est essentiel, c'est une notion de responsabilité commune. Donc, il faut assurer que, justement, ces pollueurs-là aient une forme de responsabilité qui est liée, justement, au droit, puis liée, justement, à une loi. Ça, c'est quelque chose de plus intéressant. Puis, l'État, surtout si l'État du Québec devient indépendant, on peut réglementer en mettant plus de taxes, par exemple, en interdisant, justement, l'octroi des subventions aux entreprises polluantes, comme ce soit, justement, pour les subventions qui sont actuellement financées par le gouvernement fédéral aux entreprises pétrolières dans l'Ouest canadien. Et puis, justement, en imposant aussi un régime de responsabilité, ça va nous permettre de demander justement à l'agent je dis agent dans le sens c'est les pollueurs de justement assurer une forme de responsabilité, de réparer ces dégâts-là. Donc, je pense que ça peut être un régime qui peut être intéressant à faire, mais c'est sûr qu'il faut mettre des lois qui sont strictes, des lois qui sont plus sévères et assurer aussi une application de la loi. C'est bien beau de faire une loi,
Mais s'il n'y a personne pour l'appliquer, il n'y a pas d'inspecteur sur le terrain, ça vaut rien. Ça vaut tout simplement rien. Donc, il faut vraiment s'assurer que les lois qu'on passe, soit au niveau environnemental, que ce soit de toute autre loi, s'il n'y a personne pour les appliquer ou assurer une forme de conformité, ben ça vaut pas grand-chose. Là. Donc, je pense qu'en devenant indépendant, c'est sûr qu'on va pouvoir avoir nos ressources, que ce soit humaines, financières, pour assurer une application des lois, puis de viser justement la carboneutralité que le gouvernement souhaite faire. Et puis, je pense, en dernier recours que je voulais, pas en dernier recours, dernier élément que je voulais souligner, au niveau de la Constitution canadienne, on ne reconnaît pas le droit de toute personne à vivre dans un environnement sain et de qualité, contrairement au Québec, qui a même un article 46.1, plus précisément. Là. C'est où est-ce que, comme toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. C'est pas assez beau, ça? Mettre ça dans une constitution, c'est quand même fort. Là. Donc, je trouve que c'est un élément essentiel, puis c'est un élément du droit qui permet d'avoir justement une forme de jurisprudence s'il y a une contestation, par exemple, à des projets qui sont néfastes pour l'environnement, mais que le gouvernement fédéral, même s'il y a eu plusieurs projets de loi qui ont été déposés, je pense même par le NPD, par exemple, à plusieurs séances, mais qui n'ont jamais été appuyés par aucun des partis du gouvernement, par exemple, lorsqu'il était majoritaire. Donc, c'est un enjeu. On voit la différence des priorités entre le gouvernement fédéral actuellement et le gouvernement du Québec, parce qu'on reconnaît vraiment le droit pour une personne de vivre dans un environnement sain et de qualité. Puis je pense que c'est un élément du droit qui est essentiel pour avancer dans une forme de transition écologique. Je vais saisir la balle au bon parce que là, je me permets de faire un peu, de revenir à moi en tant qu'individu et non en tant que représentant d'aucun parti politique. Mais il y a un projet que moi, je porte qui est une charte de l'environnement québécoise. L'idée d'une charte de l'environnement québécoise, ça serait de reprendre la LQE, la Loi sur la qualité de l'environnement, comme tronc principal et d'y greffer tous les règlements, toutes les autres lois qui gravitent autour de l'environnement pour faire, comme un peu le Code du travail ou le Code pénal, un projet coordonné du droit de l'environnement. C'est bien sûr un énorme projet de réforme du droit environnemental, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permettrait d'élever le droit de l'environnement au niveau quasi-constitutionnel. Parce qu'en ce moment, par exemple, la LQE est au même niveau que la loi sur les mines. Donc, s'il y a des enjeux d'interprétation, c'est pas si évident que c'est l'environnement qui va être bénéficiaire. Et il y a aussi toutes des questions, parce que des fois, on a des beaux principes, des belles normes législatives, mais ils ne sont pas appliqués, ils ne sont pas respectés. Donc, il y a peut-être une réflexion à faire. Donc, créer une charte de l'environnement, ça serait intéressant dans ce sens-là. Mais si on revient à la thématique de la conférence d'aujourd'hui, nationalisme et environnement, une charte de l'environnement, là, ça s'inscrit dans la même lignée que la loi 96, la loi 21. C'est un acte d'affirmation nationale. Donc, c'est nous, le Québec, qui disons « on le fait ». Et nous, ça devient un document qui est quasi constitutionnel. On ne peut pas le mettre constitutionnel encore parce qu'on n'a pas les pleins leviers, mais c'est un geste d'affirmation quand même. Et si on se dit, mais voyons, Marie-Christine, d'abord, pourquoi tu ne veux pas une charte de l'environnement au niveau du Canada? Eh bien là, on va parler de droit constitutionnel. Mettre une charte de l'environnement au niveau du Canada, ça va impliquer une ronde de renégociation constitutionnelle. Et depuis les 2 échecs de renégociation, il y a une paralysie constitutionnelle. Plus personne ne veut toucher à ça. C'est la boîte de Pandore parce qu'à la minute que tu trouves ça, tout le monde leur demande. Et là, la foire pogne au Canada. Et il ne faut surtout pas que les gens réalisent que, dans le fond, la Fédération canadienne ne sert peut-être pas bien ses membres, ses États membres, dont le Québec. Donc, c'est ça qu'il faut concevoir. C'est un geste d'affirmation nationale. C'est un prétexte aussi pour une réforme du droit environnemental parce qu'il y a des questions qui ont été soulevées. Peut-être que j'aurai l'occasion de développer un peu plus tard, mais ça serait intéressant pour ça, en ce sens-là. Bien, c'est super intéressant. Là, on le voit justement, le levier plus législatif. Maintenant, on va peut-être plus y aller peut-être sur le levier, disons, économique. On parle beaucoup de sources d'énergie du futur. En fait, ça serait quoi, mettons, pour le Québec, ces sources d'énergie du futur? Puis quel rôle, justement, le Québec pourrait jouer, justement, dans ces sources d'énergie-là? Puis est-ce que l'avenir, justement, écologique du Québec est enviable? Je vais commencer par Marie-Christine, mais je suis sûr que tu vas compléter. Absolument. Puis, On n'a pas encore parlé de l'hydrogène. Puis moi, je voulais attendre à la fin pour parler de l'hydrogène parce qu'il y a 2 types d'hydrogène. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais il y a l'hydrogène dit gris qui est fait avec... Mais dans le fond, c'est quoi l'hydrogène?
pour atteindre la molécule d'hydrogène, il faut faire l'électrolyse de l'eau, hein? H2O, 2 molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène. En envoyant de l'électricité dans l'eau, ça permet de séparer les molécules et d'avoir de l'hydrogène, qui est une manière de déplacer l'énergie qui est intéressante pour les formes d'énergie futures. Et le problème, c'est qu'au Canada, ils le font à base de gaz de schiste. C'est pas une énergie de transition, ça fait de l'hydrogène gris, qui n'est pas vraiment intéressant d'un point de vue du bilan carbone que ça émet, là, du bilan des GES. Nous, au Québec, avec l'hydroélectricité, on peut faire l'hydrogène dit vert. Donc, avec notre hydroélectricité à faible émission, on peut séparer, faire l'électrolyse de l'eau et avoir de l'hydrogène qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait avec l'hydrogène? Eh bien, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, c'est un bon timing, mais François Legault a annoncé un projet pilote à Charlevoix, qui est dans le coin de la région de Québec, pour un train à l'hydrogène. Et ça, là, c'est vraiment une super bonne affaire. Il y en a eu un notamment en Allemagne, en 2018, c'était le premier. Ce qui est intéressant avec les trains à l'hydrogène, là, c'est que c'est 0 émission de gaz à effet de serre. Ça produit de la vapeur d'eau et de l'eau condensée. Fait que là, imaginez, là, on a construit là, notre réseau de trains ferroviaires partout au Québec et on met des trains à l'hydrogène qui produisent 0 émission. Et là, on commence à parler, là, on commence à dire, OK, ça, c'est l'avenir. OK, peut-être que la carboneutralité, là, elle est accessible. On valorise déjà ce qu'on a ici, notre expertise, on le pousse plus loin. Mais il faut avoir le réalisme de dire ça ne sera pas avec le gaz de schiste qu'on va faire l'hydrogène parce que là, il y a comme quelque chose d'inefficace d'utiliser une partie du problème pour créer la solution, mais dans le fond, tu fais juste un peu empoisonner la solution. C'est un peu dans ce sens-là. Les trains à l'hydrogène, c'est clair, ça fait partie du futur. Et c'est très intéressant de développer ce secteur-là. Peut-être tu veux compléter, puis je pourrais peut-être relancer. Ben, en fait, je pense aussi un autre élément qui peut être essentiel d'un point de vue énergétique, c'est qui me vient en tête, là, c'est sûr, c'est les matières résiduelles. La gestion des déchets, par exemple, où est-ce que, par exemple, le compostage qui est arrivé au Québec il y a quelques années, dans différentes municipalités, c'est pas encore appliqué, ou est-ce que les MRC aussi ont un système qui se met en place, soit prochainement ou qui l'ont déjà. C'est une ressource en soi, la gestion des déchets, surtout que le compostage de la matière résiduelle, où est-ce qu'on peut utiliser ces ressources-là d'une diversité d'options, par exemple, pour le compost, que ce soit au niveau, je pense une forme de biométhanisation qui peut se faire aussi. Des usines qui sont je pense, sont en fonction à Montréal. Puis je pense qu'ils veulent en créer d'autres. Donc, je pense que c'est une forme aussi d'énergie qui peut être utile à l'avenir parce qu'on consomme de la nourriture, donc tout ce qui est résidu alimentaire, pourquoi pas les réutiliser au lieu de les jeter, par exemple, dans les sites d'enfouissement. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui est important à souligner. Puis l'exemple de train à hydrogène, c'est un aussi bon exemple en termes d'énergie. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre toutes les sphères d'énergie qu'on peut avoir avec les différentes ressources que nous avons actuellement pour les développer davantage. Il faut aller chercher aussi des savoir-faire. C'est sûr que des fois, il y a des besoins technologiques pour y arriver, mais si on est capable d'y arriver, c'est sûr, à moindre coût ou à moindre impact environnemental, ça peut être le train de l'avenir à cet égard-là. Mais là, je vais être un peu rabat-joie, là, parce que des fois, on est un peu naïf face aux technologies en innovation verte, disons ça ainsi. Les technologies ne vont pas nous sauver. Là. On n'aura pas le choix de parler l'éléphant dans la pièce, qui est de changer nos comportements. Il n'y a pas de scénario qu'on réussisse sans qu'il n'y ait pas au moins une adaptation. Là. Il faut revenir à consommer mieux, consommer moins. Il faut être capable de dire on ralentit, on vit mieux. Mais ça, dans le fond, là, c'est parce que on a tellement accéléré là, notre production. Puis là, ça, c'est un autre dossier. Mais tu sais, la révolution de l'intelligence artificielle est là aussi. Puis c'est comme une nouvelle industrialisation que ça implique là aussi pour le marché du travail et l'économie. Ça, c'est un sujet à part entière. Mais on n'a jamais pris le temps de vraiment dire est-ce que c'est ça qui nous rend heureux? Par exemple, là, calculer le bonheur dans le PIB, là, c'est une idée qui circule des fois. Là. Mais est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant d'un point de vue de l'environnement parce que ça nous empêcherait d'être tout le temps dans la perspective de croissance infinie dans un monde aux ressources finies? Il y a ça aussi. Il ne faut pas être naïf. On a une responsabilité face à ça, mais les grands pollueurs particulièrement. C'est pour ça que c'est un peu... des fois, c'est un peu paradoxal parce qu'individuellement, on se sent impuissant, mais si individuellement, on ne fait pas l'effort, il n'y a rien qui va bouger non plus. Fait que c'est de dire, moi, je change mes habitudes, mais je vais aussi militer puis faire de la pression pour que, globalement, on prenne les actions nécessaires pour changer ça. Et pour ajouter à ça, il y a aussi, je pense qu'il y a plusieurs États ou même des villes qui commencent à
s'intéresser davantage à la monétarisation des écosystèmes. Donc, on commence à mettre une valeur monétaire à, par exemple, une forêt ou justement, juste simplement un arbre ou que ce soit des milieux naturels. Puis je pense que ça peut être essentiel pour que les décideurs, que ce soit au niveau local, régional ou national, pour comprendre c'est quoi la valeur vraiment de la perte, par exemple, des milieux naturels ou des milieux humides. Puis je pense que c'est un élément justement que tu avais soulevé qui m'a allumé. Justement, je pense que c'est la monétarisation des écosystèmes. Ça peut être aussi un moyen pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sur notre territoire, puis mieux comprendre aussi la valeur qu'on peut associer à ces types d'écosystèmes-là. Mais c'est ça, parce que d'un point de vue de l'économie, on ne prend pas en compte la destruction de l'environnement lorsqu'on considère tout le portrait global de l'économie. Puis ça, c'est vraiment un gros manque, là, parce que c'est comme on vit en hypothèque notre avenir, puis c'est pas viable. L'économie, théoriquement, l'économie circulaire aussi, c'est intéressant. Hein? Parce que là, si vous me permettez la petite parenthèse, la conception de déchets même, là, c'est typiquement humain là, comme invention. Dans la nature, tout se transforme. Prenez les feuilles de l'arbre. Quand l'arbre n'a plus besoin de ses feuilles, il délaisse, il tombe au sol, ça se transforme en compost, ça rentre dans le sol. C'est circulaire. C'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire qu'il faut amener, parce que l'industrialisation nous a amené l'économie linéaire. On produit, on consomme, on jette, c'est fini. Mais l'économie circulaire, c'est tu produis, tu consommes, tu utilises, tu retransformes, tu produis, tu consommes, tu utilises, tu retransformes. Donc, c'est un cycle. C'est vers ça qu'il faut aller. Mais ça implique des fonds, ça implique une volonté, parce qu'il faut des centres de recyclage, il faut une volonté, il faut développer les technologies, mais c'est vers là, globalement, collectivement, qu'il faut aller. Fait qu'il faut changer notre économie, il faut que les économistes se mettent au service de la crise environnementale. Fait que c'est pour ça que la conférence de la semaine passée est directement liée avec celle d'aujourd'hui, là. L'économie, l'écologie puis le nationalisme sont reliés, sont ensemble, et ça fait partie, pour débloquer là, les enjeux qui sont très actuels, très modernes, des éléments qu'il va falloir considérer pour trouver les bonnes solutions. C'est effectivement un très bon clin d'œil à la conférence de la semaine dernière. En fait, ça termine le premier volet, justement, donc on peut donner une bonne main d'applaudissements. Donc, on passerait à la période des questions. Si vous avez des questions, simplement levez la main, puis on va y aller une personne à la fois. Il était prêt, lui. Il parle tout le temps, fait que tu peux y aller. Non, c'est bon, je laisse. Ah, bon, la question, c'est pour les deux, en fait. Est-ce que vous pensez que quand on parle d'environnement, on se focalise beaucoup trop sur les GES? Parce qu'il me semble que c'est la seule chose dont on parle pour réduire les GES, réduire les GES. Mais tu sais, l'environnement, c'est tellement plus large que j'ai l'impression qu'on laisse une grande partie du travail à faire à l'extérieur de la question environnementale. Puis, il y a une question, moi, qui me titille un peu, c'est qu'on parle toujours de réduire l'impact qu'on a sur la planète. Mais quand je vois, mettons, le Canada qui a un plan de faire la population de 100 millions de Canadiens en 2100, je me dis, ouais, mais si on pollue moins, mais que proportionnellement, on augmente considérablement la population, est-ce qu'au final, ça revient un peu au même? Est-ce que c'est un sujet qu'il faudrait aborder, selon vous, ou c'est pas du tout quelque chose... Parce que, mettons, pour l'étalement urbain, je veux dire, si l'étalement urbain, c'est que la population explose, mais en même temps, il faut bien loger les gens. Fait que, c'est un enjeu complexe. Ben, pour ta première question au sujet de l'environnement, puis qu'on parle plus de GES, par exemple, je pense que c'est plus un sujet de discussion qui était ancré plus, je sais pas dans quelle période d'année, mais on peut dire plus avant. Mais maintenant, je pense qu'on commence à vraiment intégrer d'autres notions dans la discussion sur la lutte contre les changements climatiques. On parle plus d'écologie, on parle plus de, par exemple, de la protection de l'environnement, protection des milieux humides ou naturels. Mais là, je pense que quand on parle des grandes conférences à l'international, je pense que c'est vraiment un élément qui est toujours abordé, c'est la réduction des GES. Par exemple, on parle toujours des gaz à effet de serre ou justement de la captation du CO2, de la séquestration de carbone. Puis, je pense que c'est lié à tout un système aussi qui se met en branle. Donc, c'est sûr que je pense, si on met l'accent sur les GES seulement, c'est sûr que ça peut avoir un impact sur les différentes discussions qu'on peut avoir sur l'environnement. Mais je pense qu'il y a un tournant qui se fait actuellement où est-ce qu'on inclut plusieurs sphères dans la discussion, dont justement la protection de l'environnement, la protection des milieux humides. Puis pour répondre à ta deuxième question, je pense, comme je l'avais dit pendant la conférence, si on continue à se comparer, par exemple, à différentes échelles ou à différentes nations, différents pays, je pense que des fois, ça peut
un effet pervers sur la façon qu'on peut aborder la transition écologique. Parce que si, par exemple, il y a un pays qui fait tant, ben, pourquoi nous, on ne le fait pas? Ou le contraire, ben, pourquoi on a à faire ça si l'autre pays le fait? Je pense que des fois, ça peut apporter une autre discussion, puis peut-être avoir un revers sur la façon dont on veut faire la transition. Donc, je pense que des fois, il faut vraiment se concentrer. C'est pour ça que comme le sens de la conférence, c'est vraiment le nationalisme puis l'environnement. Il faut vraiment penser à ce qui se passe ici, avec nos intérêts, puis vraiment y aller de l'avant avec ce qu'on est capable de faire, nos capacités, puis d'aller de l'avant avec, comme je dis, ce qu'on est capable de faire. Donc, je pense que si on se compare, c'est sûr qu'on peut se comparer au niveau du savoir-faire des autres pays, et comment eux, ils accèdent à atteindre tel objectif. Ça peut être un élément important à apporter dans la solution. Mais si on se compare, par exemple, à des statistiques, ou par exemple, eux autres, ils ne réduisent pas leur GS, pourquoi nous, on devrait le faire? Je pense que ça peut justement apporter un effet pervers à la discussion, puis à l'atteinte des objectifs là, à l'avenir. Ça, c'est mon opinion personnelle. Peut-être en complémentaire, c'est vrai qu'on parle beaucoup des GES, mais c'est parce que les GES proviennent, les traités qu'il y a, par exemple, l'accord de Paris, ils misent surtout sur des cibles, hein, puis des cibles pour que ça soit mesurable, puis notamment les GES sont cette cible-là. Mais peut-être l'élément qu'on ne dit pas assez, c'est que la réduction des GES entraîne un changement dans la collectivité de la manière de produire nos biens et services et autres. Par exemple, une entreprise qui se voit obligée de réduire ses GES, il faut qu'elle mette des nouvelles technologies, qu'elle change ses manières de faire. Donc, ça mène à un changement des comportements, au final, les changements des GES. Mais c'est un indicateur qui nous permet de mesurer est-ce qu'on atteint nos cibles ou pas. Parce que c'est ça qui est difficile en environnement. Mettons, des aires protégées, c'est bien, il faut en parler, il faut en parler davantage, mais c'est de mesurer est-ce que nos actions mènent à quelque chose. Et les GES, c'est important parce que c'est ça qui fait en sorte que la planète, au final, a fini par se réchauffer à cause du phénomène d'effet de serre. Et lorsque la température augmente, bien là, c'est des phénomènes plus extrêmes, plus souvent, qui se produisent. C'est des réactions en chaîne. Puis ça, là, on le sent en ce moment. On sent, par exemple, que l'hiver qu'on vit, il me semble c'est pas normal ce qui se passe. Il me semble que c'est déréglé. Est-ce qu'on peut relier A avec B? Non, le lien n'est pas si direct, là, bien sûr. Faites pas ce lien-là, vous allez vous le faire dire. Mais on le voit, c'est des phénomènes plus extrêmes, plus souvent. Prenez par exemple la Californie, elle était en feu en 2022, puis là, elle a eu des inondations monstres. T'sais. C'est quand même ça qu'on vit, là. C'est des extrêmes de haut et bas. Et pour ce qui est de la question de l'immigration, mais en fait, ces gens-là existent déjà, puis c'est clair, là, on est tous sur la même planète. Fait que, au final, ça ne change pas grand-chose. Te demander, est-ce que le Québec a une posture comme favorable d'un point de vue de la crise environnementale? La réponse est oui. Là, on est dans une place où on a de la forêt, on a de la nature, on a des ressources. C'est clair là, qu'on a gagné au loto parce que on est favorisé, ne serait-ce que de notre point de vue géographique. Là. On est favorisé comparativement à d'autres nations dans le monde qui n'ont pas ce qu'on a. Puis ça, il faut le réaliser. Ça ne nous enlève rien de le réaliser, mais on est favorisé. Fait que c'est sûr là, que le dérèglement climatique, ça va entraîner des réfugiés climatiques. Donc, si on n'agit pas en environnement, c'est un phénomène qui va s'accentuer, puis ça va être des gens qui vont fuir la misère. Il faut le réaliser, ça aussi. C'est quelque chose qui est une réalité qui nous attend si on n'agit pas. Puis ça s'accélère, là. Puis c'est pas pour vous faire peur ou être alarmiste, mais il faut être capable, des fois, de nommer des choses, là. Merci pour ta question. J'espère que ça y répondait. Alors, j'ai une question par rapport aux énergies du futur. C'est un aspect qui m'a quand même intéressé de votre conférence. Puis, ce que j'aime particulièrement de ça, c'est que ça permet de faire des analyses prospectives, puis de prendre des décisions concrètes. Ça peut être des décisions qui ne sont pas nécessairement prises ici, mais dans les cabinets, j'imagine, d'exec, d'hydro peut-être. Puis là, donc là, vous avez parlé d'hydrogène vert comme énergie du futur. C'est intéressant. Par contre, je voudrais soulever peut-être un petit point par rapport à ça. Parce que là, vous avez parlé d'électrolyse. Puis l'électrolyse, ça demande de l'électricité. On est d'accord pour ce faire? C'est ça. Donc, si on passe à l'hydrogène vert, ça va augmenter nos demandes énergétiques. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que l'hydrogène est liquide à température ambiante? Non, sinon on serait pas sous l'eau, sous l'hydrogène liquide. Donc, maintenir l'hydrogène à un niveau, à des températures assez basses pour qu'il soit liquide, ça aussi, ça demande de l'énergie, de l'électricité en flux tendu pendant le transport. Donc, supposons un train qui fonctionne à l'hydrogène vert, il
faut qu'ils contiennent des espèces de méga réfrigérateurs qui consomment eux-mêmes de l'énergie pour pouvoir juste pour pouvoir utiliser l'hydrogène. Donc, je pense que la question était la réponse à la question a peut-être un peu été déviée. La question que j'aimerais relancer, c'est quelle source d'énergie va nous permettre de produire de l'hydrogène vert, mais aussi de répondre à nos besoins qui sont croissants, nos besoins énergétiques qui sont croissants au Québec. Donc c'est ça. Je sais que la sobriété, c'est une partie de la solution, mais je pense qu'on s'entend tous ici sur le fait que ça ne peut pas être la seule solution. Là, j'ai peut-être déjà trouvé une piste de solution dans la réponse à la première question, qui était notre richesse au Québec. Je pense qu'il faut le réaliser. Je pense que ce qu'il faut réaliser, c'est qu'au Québec, on peut produire des barrages hydroélectriques. Mais là, à la fois, vous semblez être plutôt réticent à la construction de nouveaux barrages. Donc, j'aimerais savoir quelle énergie pilotable, je vais revenir sur le pilotable, peut être déployée au Québec pour répondre à ces besoins énergétiques croissants à cause de l'hydrogène vert et de l'augmentation des dépenses énergétiques. Je veux revenir sur le pilotable parce que les INR, donc les énergies renouvelables, présentent quand même des défauts majeurs. La plupart du temps, sans compter l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, c'est vraiment formidable parce que c'est une énergie renouvelable et pilotable. Mais là, je rebondis sur... je rebondis sur les éoliennes dans la cour, les panneaux solaires dans la cour, sans parler du fait que leur production émet des GES, plus que les barrages. Ces énergies ne produisent de l'électricité seulement que quand il y a du vent ou quand il y a du soleil. Donc ces énergies-là ne sont pas pilotables, elles sont non pilotables. Dans les énergies pilotables, ce qu'on a, c'est les énergies non renouvelables, c'est leur grand avantage malgré le fait qu'elles polluent. Puis, pour les énergies pilotables, donc on peut utiliser qu'on veut, mais non émettrices ou très peu émettrices en CO2e, il nous reste le nucléaire et l'hydroélectricité. Donc là, si vous êtes réticent à la construction de nouveaux barrages, je déduis par votre argumentation, mais par en fait les bribes d'argumentation que j'ai pu entendre dans votre discours initial et dans la réponse antérieure, que vous êtes favorable à la construction de nouvelles centrales nucléaires au Québec. Intéressant quand même analyse. Je pense que tu pourrais peut-être aller au Parti libéral. Ils font ce genre... Non, je t'inquiète. Mais je suis contente, par exemple, que tu aies mentionné des travers de l'hydrogène. Non, mais je te taquinais. Je te taquinais, t'inquiète. Non, mais oui, mais je vais redire quelque chose que j'avais dit et qui est important à mentionner pour ça, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Tu l'as dit, chaque méthode d'énergie a ses conséquences négatives. Et c'est pour ça que j'avais mentionné qu'il faut multiplier les bonnes initiatives pour, si on veut, arriver à une somme qui, au final, est intéressante. J'ai pas dit que j'étais fermée à 100% à de nouveaux, peut-être éventuels barrages, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste la construction ou l'utilisation du barrage qui produit. C'est en fait, le problème, c'est que ça peut perturber des écosystèmes. Il faut voir l'impact que ça a aussi dans les réserves. Et donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc, pour l'hydrogène, effectivement, ce n'est pas une solution miracle. C'est pour ça que aussi, il ne faut pas être naïf face aux nouvelles technologies. Mais il faut multiplier ces idées-là. Bien sûr, produire des panneaux solaires, ça a un coût. Produire des éoliennes, ça a un coût. Produire un barrage, ça a un coût. Produire... là, en mettant d'un point de vue nucléaire, là, l'innovation s'en va vers les petits réacteurs nucléaires. Donc ça, c'est pas inintéressant. Hein. Souvent, ça a une mauvaise publicité, le nucléaire, parce que lorsqu'il y a lorsque ça se met à exploser, c'est très dangereux. Ça produit des déchets. Mais c'est ça qu'il faut considérer. Les déchets, qu'est-ce qu'on en fait après? Jean Chrétien voulait transformer le Canada, notamment avec le dossier de Shark River, en poubelle nucléaire du monde, OK? Parce que ces déchets-là existent encore, ils ne vont pas disparaître. Il faut considérer ça. Est-ce qu'il y a une bonne solution? Si elle existait, on n'en serait peut-être pas là. J'ai pas la réponse à ta question, malheureusement, parce que là, c'est peut-être un peu plus loin que mes compétences, mais c'est d'évaluer le ratio avantage-bénéfice à chacun des cas, en fait. Puis, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer que la sobriété et l'efficacité énergétique, c'est une propension qui est importante pour l'avenir, parce qu'en ce moment, on est dans un contexte quand même de surplus. Et si on est dans un contexte de surplus, bien sûr, notre demande augmente, mais si on est capable en même temps d'aller vers la sobriété puis l'efficacité, il peut y avoir un équilibre qui s'atteint.
on est d'accord sur le fait qu'aucune solution n'est bonne en soi. On n'a que des solutions qui sont bonnes relativement aux autres possibilités. Puis qu'aucune forme de création d'énergie ne présente aucun défaut. Je suis très conscient de l'enjeu de la déforestation liée au barrage, du déplacement des populations autochtones, puis des risques liés à l'effondrement d'un barrage. Ça arrive rarement, mais ça arrive quand même. Par contre, il faut analyser l'impact de la Si tu as un déforestation. projet concret, on pourra analyser ton projet de barrage. Oui, mais je Mais peut-être que c'est pas l'objet de... Je suis dans l'abstraction. Non, je suis dans l'abstraction. Mais écoute, j'ai un autre modèle d'énergie J'ai pour pas toi. terminé. J'ai pas terminé. Quand on évalue, en fait, l'impact au niveau des GES d'un pays, ce qu'il faut faire, c'est évaluer son bilan carbone. Combien est-ce que ça va permettre d'économiser en émissions de CO2, puis combien ça va en générer. Toutes les énergies génèrent des GES. C'est juste qu'il y en a qui en génèrent plus que d'autres. Maintenant, quand on fait le bilan en tenant compte de la déforestation, l'hydroélectricité reste une des solutions qui produit le moins de GES, si ce n'est la solution qui produit le moins de GES. Ben, écoute, l'hydroélectricité, je peux te dire, c'est une bonne forme d'énergie, c'est bien, c'est souhaitable, ça nous a permis de nous développer, c'est une bonne chose, bravo, on aime ça, on est content. Mais là, ça serait difficile pour moi de me positionner parce qu'il n'y a pas de projet devant moi. Il faudrait que j'évalue c'est dans quel milieu, ça va influencer sur quelle espèce, est-ce que c'est un écosystème qui est fragile, est-ce que c'est dans une zone qu'on veut protéger. Mais j'ai une piste de solution, plutôt que de centrer sur l'hydroélectricité. Peut-être qu'il y en aura d'autres, des nouveaux barrages, mais il ne faut pas penser que c'est une solution miracle. C'est ça ma mise en garde. Mais, par exemple, OK, le Québec, on est très fort dans l'industrie forestière. Puis on ne pourra pas s'en départir. Bien sûr, c'est difficile de dire ben c'est une bonne chose de couper des arbres dans un contexte où on veut en planter d'autres. Mais bon, on a une industrie forestière, on a besoin de bois, donc faisons-le de manière responsable. Ce qui est intéressant à coupler avec l'industrie forestière, c'est l'industrie de la biomasse. Puis ça, on n'en a pas abordé tant que ça, mais ce qui est intéressant, c'est de ramasser tous les déchets de l'industrie forestière qui nuisent au revitalisement des forêts, de les ramasser pour les transformer en énergie. Et je vous parle de ça parce qu'il y a un projet pilote, puis il faut faire attention encore là, parce qu'il y a différents projets de biomasse qui n'ont pas tous le même bilan carbone et donc qui n'ont pas tous le même attrait. Mais il y a un projet qui est particulièrement intéressant en Mauricie. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent de ce coin-là, notamment à Latuc. C'est Belt Énergie, je pense, qui porte ce projet-là, de coupler avec l'industrie forestière qui est très présente à Latuc, de ramasser cette énergie-là pour la transformer en énergie, en carburant je pense, c'est 2e ou 3e génération qui peut être couplé avec l'hydrogène éventuellement. Et ça peut être intéressant si c'est utilisé dans une consommation locale pour alimenter la ville de Latuc qui va se déplacer avec ce carburant-là qui va être produit à partir de biomasse forestière. Fait que, tu sais, c'est une idée qui est comme ça, qui existe. Est-ce qu'on aura d'autres barrages? Il va falloir parler concrètement des projets. Mais peut-être. Peut-être que Christophe aussi, tu as autre chose à ajouter? Bon, pour répondre de façon générale à ta question. Si tu pouvais me rendre un tout petit service, là je vois qu'il y a une craie derrière toi. Oh non. Ça va prendre une seconde, Juste, est-ce que tu peux prendre la craie et faire une petite marque au tableau? Une toute petite marque au tableau. Oh! Vous allez voir après. Est-ce que vous avez envie de la voir si ça va donner? Une marque, comme ça. Peut-être ici après, ça peut être un aussi. Ok. Bon, on va avoir une marque assez grosse finalement, mais bon, vous allez quand même comprendre l'idée. Ce qui est important quand on analyse les impacts positifs et négatifs, c'est aussi de s'intéresser à leur ordre de grandeur. Okay? Si le tableau représente toute la forêt du Grand Nord québécois, là, je m'attendais à avoir une plus petite marque, mais supposons, imaginez le 10e de cette marque. Ce serait la forêt détruite par la création de nouveaux barrages. Là, oui, je comprends que ça va contribuer un petit peu à la déforestation, puis qu'il y a peut-être certaines espèces qui vont s'en voir meurtries. Mais, tant que moi, c'est un moindre mal, surtout considérant l'étendue de la biodiversité pour le Québec, qui est, soit dit en passant, aussi une de nos grandes forces.
je vais répondre brièvement à la question là, de façon générale, puis après, je pense qu'il y a d'autres questions qui veulent être posées. Il faut aussi prendre en compte que lorsqu'on veut construire, que le gouvernement veut construire des nouveaux barrages, il y a aussi la fonte des glaciers qui se font dans le nord là, actuellement. Là. Il va y avoir une abondance d'eau extraordinaire, puis ça se peut que ça dérive sur des cours d'eau, puis ça s'étale davantage, là, où il peut y avoir des inondations qui se font dans le nord. Là. Donc, je pense qu'il faut prendre ça aussi en compte lorsqu'on souhaite construire de nouveaux barrages. C'est bien beau que, par exemple, les changements climatiques ou le réchauffement climatique a, on peut dire, je dis entre guillemets, des avantages à ce sujet-là pour, par exemple, construire de nouveaux barrages ou est-ce qu'on peut avoir l'eau pour générer de l'hydroélectricité. Mais il faut quand même penser à comment ça va se passer à l'avenir. Est-ce qu'il va y avoir une dérive des cours d'eau? Est-ce que les barrages qu'on peut construire sur le lit actuellement marin, est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que ça va être correct? Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre en considération d'autres impacts qui sont actuellement d'une plus grande échelle et puis d'y aller, il faut vraiment faire une analyse à ce niveau-là. Comme tout le monde, je pense qu'on n'est pas nécessairement contre ou nécessairement pour la création de nouveaux barrages, mais je pense qu'il faut vraiment s'accentuer sur la diversification qu'on a d'énergie et viser l'efficacité et puis la sobriété énergétique. Amen. Voilà. Il y a effectivement beaucoup de nuances. Alors, on va continuer les questions. Je ne sais pas qui a... Sérafini? Moi, ça va être une question plus idéologique et je vous promets moins drôle. Je me permets un petit parallèle historique. Dans les années 30, lorsqu'on a commencé à implanter l'État-providence, l'idée, c'était pas d'abolir le système dans lequel on vivait, c'était pas d'abolir le capitalisme, c'était de le sauver. La social-démocratie et la démocratie chrétienne sont des idéologies qui s'inscrivent dans le capitalisme, mais qui ont travaillé à le réformer pour qu'il soit plus conforme à leurs idéaux. Je parle souvent des écologistes, je me considère écologiste, mais je déplore que très souvent, quand je parle à mes collègues, justement, ils me parlent du capitalisme comme si c'était quelque chose de mal en soi, quelque chose qu'il fallait abolir, qui serait incompatible avec la protection de l'environnement. Est-ce qu'à la place, pour être à la fois plus réaliste, quelque chose qui plairait plus au public et quelque chose qui serait, je dirais, plus simple à implanter, est-ce qu'on ne pourrait pas réformer le capitalisme, justement, avec l'écologie, pour que ça arrête d'être une idéologie, disons, contestataire de l'ordre dans lequel on vit, mais qui fasse partie du monde dans lequel on vit, au même titre que la social-démocratie, la démocratie chrétienne, justement. Mais écoute, honnêtement, c'est très intéressant. Hein? Puis merci parce que ça nous permet en même temps de développer aussi notre pensée critique tout le temps. C'est sûr là, il faut considérer toutes les options qu'on a devant nous, mais tu sais, quand on dit le capitalisme, c'est mauvais, mais qu'est-ce qui est mauvais concrètement? Tu sais, des fois, on utilise des référents vides. Je trouve un peu qu'on est dans ce contexte-là. Là. Abolir le capitalisme, oui, mais encore, tu sais, pour le remplacer par quoi? Pour changer quoi? Un gros élément du capitalisme, là, c'est l'obsession de la croissance infinie dans un monde fini. Ça, je pense qu'il faut nommer ça comme étant une des problématiques majeures qui fait en sorte qu'on ne se dirige pas dans la bonne direction. Est-ce qu'on peut réformer le capitalisme? Ça, c'est un débat assez philosophique qui est... Je vois très bien le genre de conversation que tu as avec tes amis, sans problème. Je pense pas qu'on va régler cette question-là ce soir. Je pense pas que mon opinion personnelle est très importante non plus dans ce débat-là. Je pense que ce qui est important de considérer, c'est les éléments problématiques du capitalisme. Notamment, on a autant pressé l'homme que pressé la nature pour l'exploiter. Et ça, c'est un élément peut-être qu'il faut mettre de l'avant plus, plutôt que de dire le référendum vide, le capitalisme, c'est mal. On peut dire, arrêtons d'exploiter l'homme, arrêtons d'exploiter la nature, qui sont deux manières que le capitalisme a pour générer des profits et générer le développement, dans le fond. Puis, je pense que tu as vraiment pointé les éléments essentiels face à une critique ou justement essayer de reformer le capitalisme qu'on le voit actuellement. C'est la notion de croissance puis la notion de développement. Ces deux termes-là, je pense qu'aujourd'hui, ça va être extrêmement difficile à vraiment définir qu'est-ce qu'on veut dire par croissance économique puis développement économique. Pour moi, qui est des fois des termes ou une conceptualisation qui peut être assez floue, mais qui nécessite nécessairement l'extraction des ressources naturelles pour l'homme, justement, pour notre consommation. Donc, peut-être qu'éventuellement, on pourrait penser d'une façon plus idéologique à essayer de reformer le capitalisme qu'on a actuellement, mais le modèle qui est présenté, qu'on vit actuellement dessus, n'est pas viable.
On ne peut pas vivre sur une planète qui prône justement le capitalisme qu'on le voit actuellement. Je pense que si on veut le réformer, il faut vraiment repenser vraiment le modèle au complet économique, social, culturel et toutes les autres sphères. Mais je ne peux pas apporter vraiment une solution à ça, mais je pense que c'est important de critiquer vraiment le modèle qu'on a actuellement pour essayer de soit le réformer, le changer, mais aussi il faut y aller de façon à ce que les gens soient d'accord avec ça aussi, le changement. Si un gouvernement arrive, on va finir le capitalisme puis on change pour un autre régime, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on s'entend. Là. Donc, ça se fait à travers le temps. Puis je pense que c'est une question d'adaptation de la population. Puis je pense que c'est juste le temps qui va nous permettre de le dire. Mais honnêtement, je n'ai pas d'autres solutions à apporter à ta question. Mais c'est une très bonne question, pareil. Là. Merci pour ta question. Je pense qu'il y avait Nathan qui avait une question, Phoebe, Raphaël. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient des questions? Guillaume? Ouais. Fait que, ben, en fait, je sais pas si vous avez de quoi noter les questions. En fait, on pourrait les poser en rafale, puis comme ça, vous pourriez répondre ensuite. Donc, on va commencer par Nathan. Donc, si je peux te passer mon ordi aussi, si tu veux. Tu peux les écrire. Puis... OK. Je vais faire ça en une phrase. Pour, oh, wow. On n'a pas mis en contexte? Marie-Christelle, non. Juste, est-ce que tu considères que la nature a des droits? Parfait. On va y aller ensuite avec Phoebe. Moi, ça va être très simple aussi. C'est par rapport à l'automobile québécoise. Je voudrais savoir s'il pourrait y avoir des développements, parce qu'il y a déjà eu quelques projets qui ont été proposés par Hydro-Québec. Bon, il y a eu, disons que le projet a été a dû prendre fin pour une raison obscure, disons, probablement due aux entreprises pétrolières. Je voulais savoir s'il y a peut-être une possibilité, justement, de pouvoir investir là-dedans. Est-ce que ça pourrait être un modèle économique viable, puis surtout écologique, étant donné qu'on a, je pense, l'une des électricités, sinon l'électricité la plus viable, la plus écologique, puis aussi la plus économique aussi. Je peux juste avoir saisi la question. Le développement de l'industrie automobilière ici du Québec? Oui, exactement. Parfait, merci. Il y avait, je me souviens plus de l'ordre, mais on va commencer par Guillaume, puis après ça, Raphaël. C'était Raphaël en premier? Okay. À un moment donné, vous parlez des panneaux solaires. Je voulais savoir c'était quoi un peu la viabilité ici. Parce qu'on ne peut pas se le cacher, une bonne partie de l'année, on n'a plus de soleil à 4 heures le soir. Il y a moins de soleil dans l'hiver aussi, c'est plus nuageux. Merveilleux. Ça finissait ta question. Merveilleux, Guillaume. J'ai une question pour Christophe. Quand vous parliez sur le pollueur-payeur, comment est-ce qu'on pourrait créer un système équitable pour faire en sorte que, par exemple, les personnes qui n'ont pas accès à les transports en commun ne soient pas nécessairement plus pénalisées parce qu'ils émettent plus, de GS, parce qu'ils doivent utiliser leur voiture, parce que justement, ils n'ont pas de bus. Merveilleux. Je vais passer mon ordi sur je pense que ça va. On va dessus avec Nathan en premier? Oui, parce que dans le fond, Marie-Christine, je pense que la question qui était posée. Oui, ça me fait rire parce que, en fait, j'avais mentionné que, en fait, j'espérais avoir l'occasion d'en parler, mais il y a eu le précédent de la rivière Magpie, OK? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une rivière qui est dans la Côte-Nord, en fait. Et ce qui est intéressant à mentionner, c'est que la MRC de Mignoni et le Conseil des Inuits de la place ont déterminé une personnalité juridique à la rivière pour la protéger. Christophe le mentionnait un peu, le droit de l'environnement. En fait, un gros problème de la LQA en ce moment, c'est la question de l'intérêt pour agir, parce que pour qu'il y ait du droit, il faut qu'il y ait un justiciable. Donc, c'est-à-dire que la nature n'a pas de droit, une rivière, ça n'a pas de droit, c'est l'humain qui a des droits. Donc, par exemple, à l'article 19.1, toute personne a le droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à sa sauvegarde. Donc, il y a ce qu'on appelle, c'est la question de l'intérêt pour agir. Si, par exemple, le fait que toi, tu pollues la rivière, ça m'impacte moi je suis impactée, fait que j'ai un intérêt pour agir. Si tu pollues une rivière qui est dans un milieu naturel, il n'y a personne qui a un intérêt pour agir pour faire valoir les droits. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette rivière-là, elle a eu un protecteur qui va être chargé de la défendre. Et ça rouvre la porte à est-ce que la nature devrait avoir des droits? Il devrait-tu avoir comme quelque chose comme un ombudsman de l'environnement
capable d'agir, capable de protéger, qui a pour mission de protéger la nature. C'est un débat juridique qu'il faut avoir. C'est pour ça que je reviens à l'idée d'une charte de l'environnement. C'est intéressant de relier ça à ça, parce que c'est dans la suite du droit de l'environnement, là, en droit nouveau qu'on appelle, il va falloir évaluer ça. Là, le problème avec le président de la rivière Magpie, là, c'est que ça s'est fait hors du Parlement, ça s'est fait hors du parlementarisme, et c'est un peu problématique parce qu'on pourrait détailler ça, mais il va falloir que Québec se saisisse de ce précédent-là puis décide qu'est-ce qu'il va en faire. Et moi, je suis d'avis que oui, il faut comme déterminer des droits de la nature, mais il va falloir le faire en adéquation aussi avec les besoins de l'industrie parce que ça peut vraiment compliquer les prochains développements économiques aussi si la nature a des droits. Il va falloir peser ces différentes considérations-là. Mais le genre de droit que ça peut avoir, c'est par exemple de respecter le lit de la rivière selon les cycles de la saison. Tu sais, ça, c'est une chose qu'il peut avoir. Mais par exemple, ça peut être... il y a toutes sortes de droits qui peuvent en découler, là. Bon, tu vois, il y a eu la création d'un procureur privé là, pour la Magpie. La responsabilité et le fonctionnement permettent de veiller au respect des droits de la rivière, incluant notamment une intendance et une mise en valeur de la rivière qui est plus décentralisée. Puis c'est ça, c'est... Bon, avec Hydro-Québec aussi, il y a des ententes qui ont eu lieu dans ce précédent-là. C'est intéressant de le développer. Mais là, je ne m'étendrai pas parce qu'il y a plusieurs questions. Mais oui, c'est dans la suite des choses. Une charte de l'environnement, ça pourrait aller dans ce sens-là. Il faut considérer ça. Mais là, on avance en droit nouveau parce que c'est arrivé assez tard dans notre histoire juridique. Le droit de l'environnement, Christophe l'a mentionné. Je ne sais pas d'ailleurs si vous saviez que pour un lac, là, la surface du lac, c'est une juridiction. Les berges du lac, c'est une juridiction. Puis le fond du lac, c'en est une autre. Là, fait que quand il y a le temps d'interpréter, ben là, c'est différent. Puis ça crée des problèmes. Par exemple, une municipalité qui veut réglementer un petit lac pour dire les embarcations motorisées, on n'en veut pas. Ah, ben là, le problème, c'est que les ports, la navigation, c'est de compétence fédérale. Vous n'avez pas l'autorité pour agir. Il faut que vous passiez par Transport Canada. Et là, c'est des délais, c'est compliqué, c'est ardu. Puis là, c'est de l'énergie qu'il faut que tu dépenses. Ça fait partie des choses qu'il faudrait faciliter puis simplifier. Tout ça s'inscrirait dans une réforme très large du droit de l'environnement qui pourrait être chapeautée par l'idée d'une charte qui est en même temps très claire politiquement de qu'est-ce qu'on veut accomplir lorsqu'on parle de charte de l'environnement. Merci beaucoup pour la question, Nathan, et pour la réponse, Marie-Christine. Maintenant, la question de Phoebe concernant la viabilité du développement automobile. Est-ce que tu voulais y aller? Oui. Donc, je peux répondre un petit peu à ça. Je pense qu'effectivement, tu as souligné un bon point où est-ce que je pense qu'il y a déjà eu Hydro-Québec qui était impliqué dans un projet où est-ce qu'il voulait créer justement l'automobile québécoise. Puis, ben, je pense éventuellement, s'il y a un intérêt par des entrepreneurs ou que ce soit des petites ou moyennes entreprises qui souhaitent y aller de l'avant, ben pourquoi pas? Je me dis, ça peut être un intérêt, mais je pense pas que le gouvernement, par exemple, du Québec devrait s'impliquer davantage dans ça. Je pense que ça devrait être le privé qui devrait vraiment y aller de l'avant. Si c'est les gouvernements qui commencent à créer des voitures, je trouve ça un petit peu bizarre, là, selon moi. Là. Mais je pense que si éventuellement il y a une lancée dans ça, je pense que le gouvernement devrait juste le soutenir, que ce soit au niveau financier ou que ce soit aussi pour essayer de les aider à cet égard-là. On le fait bien pour les avions, par exemple, avec Bombardier. C'est sûr qu'on s'entend que le fonds qui est déversé pour les subventions au niveau de Bombardier sont extravagants pour ce qu'on a comme résultat. Mais si, par exemple, il y a un modèle d'affaires qui se fait pour les voitures, justement, ici au Québec, on a un propre moteur, surtout visé par l'électrification, bien, je pense que ça peut être un idéal à l'avenir. Puis, ben, je pense aussi que ça peut être, pas nécessairement l'automobile, mais ça peut être aussi d'autres types de moyens de transport qui pourraient être intéressants là, de pousser davantage. Puis, s'il y a un intérêt de privé à le faire, puis si, par exemple, il y a un besoin ou il y a une aide qui est demandée, bien, le gouvernement, je pense qu'il y a une forme de responsabilité pour assurer que cette petite entreprise-là, ou peu importe le type d'entreprise, puisse les aider, les accompagner dans la démarche. Puis je pense qu'avec le temps, je pense que ça peut arriver, mais actuellement, c'est comme tu as mentionné, ça s'est fait dans le passé avec Hydro-Québec. Ça n'a pas marché pour X raisons, mais éventuellement, si ça se produit, bien, il faudrait que le gouvernement les aide de quelconque manière. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, j'aurais pas particulièrement quelque chose à ajouter. Je pense que c'est assez complet, là, ta réponse. Donc, ça répond-tu à la question? Oui, ben il y avait aussi, tu sais,
il y avait aussi Lyon, la compagnie d'autobus. Moi, je viens de Saint-Jérôme, donc je connais bien la compagnie, tout ça. T'sais. Bon, il y a eu quelques petites affaires médiatiques là, dernièrement, mais quand même, effectivement, je rejoins ce que tu dis, s'il peut y avoir plus de modèles d'affaires. C'est vrai que si le gouvernement s'en mêle, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais... Merci beaucoup pour ta question. Puis merci pour la réponse, Christopher. La question de Raphaël, maintenant, sur les panneaux solaires. Oui. Je vais te laisser répondre, Marie-Christine, justement, sur la Très intéressant. Merci d'ailleurs de l'avoir dit, parce qu'effectivement, on ne pourrait pas dépendre 100% des panneaux solaires parce qu'on n'a pas assez d'ensoleillement. Puis, en fait, c'est problématique de ne pas avoir assez d'ensoleillement si on dépend uniquement de ce mode d'énergie-là. Mais l'idée, en fait, c'est justement de multiplier les modes d'approvisionnement en énergie pour combler ces lacunes-là. Il n'y a pas de vent, OK, tant pis. Il n'y a pas de soleil, OK, tant pis. On est quand même branché sur Hydro-Québec. Mais l'idée, c'est que lorsqu'on en a, on capte cette énergie-là. Et là, ça vient dans l'efficacité énergétique qu'on avait mentionnée, qui est une des pistes de solution, que cette énergie-là, elle existe de toute façon. Le soleil, il va réchauffer quand même ton toit de toute façon. Donc, ce que tu captes, c'est un plus. Tu n'es pas dépendant de cette énergie-là. Tu ne fais que compléter, bonifier et multiplier tes sources d'énergie. Donc, c'est un peu dans cette optique-là qu'il faut voir, selon moi, la suite des choses. À place d'avoir une pensée peut-être unique en mode d'énergie, c'est de multiplier les sources d'énergie qui vont nous permettre d'être plus résilients face aux aléas, par exemple, de la météo, de la température. Il n'y a pas de vent ou il n'y a pas de soleil, par exemple. Donc, c'est un peu dans cette optique-là. Est-ce que tu vois où que je veux en venir? Aussi, ta question, c'est par rapport au soleil, hein, je pense, ça se peut-tu? En même temps, les rayons solaires sont toujours là, même si c'est une journée, par exemple, nuageuse. Donc, il y a toujours cet élément-là à considérer. Puis, comme tu l'as dit, je pense qu'on peut développer des panneaux solaires qui sont adaptés à notre climat et à notre système solaire qui est affecté plus ici au Québec. Puis, si on a cette capacité à le faire, on peut aller de l'avant avec ça. Mais c'est sûr, si on prend des systèmes solaires qui sont, par exemple, fabriqués aux États-Unis, puis sont accentués sur la météo qui est là-bas, c'est sûr que ça peut être différent ici. Là. Mais si on est capable de développer nos propres systèmes solaires en fonction de ce qu'on est capable de recevoir, ça peut aller de l'avant. Mais moi, je ne suis pas pessimiste par rapport à ce niveau-là. Je suis sûr que ça peut bien se développer. En fait, c'est ça l'idée d'être branché quand même à Hydro-Québec. C'est que Hydro-Québec est là aussi. Fait que tu es sûr de jamais manquer de rien. Mais si tu es capable d'en produire plus que ce que tu as besoin, tu fournis Hydro-Québec. Fait que c'est le principe de symbiose là, qui est intéressant et qu'il faut multiplier dans les autres sphères. Il n'y aura pas de solution unique, là, malheureusement, parce que chaque piste de solution pour la crise environnementale comporte aussi des lacunes. On parlait des batteries électriques. Là. Les minéraux critiques, c'est quand même des mines. Là. Parler de fonder des nouvelles mines, c'est litigieux. Les mines de lithium que le gouvernement Legault veut faire, ça soulève quand même l'ire des écologistes parce que ça leur entraîne d'autres impacts. Il n'y a pas de solution miracle, c'est sûr. Puis là, je pense que la dernière question, c'était pour les pollueurs-payeurs. Oui, c'est ça. En fait, qu'est-ce que je voulais dire par le principe de pollueur-payeur? Si on met une loi cadre, par exemple, ici au Québec, ça toucherait plus les entreprises. C'est ça, oui? OK, donc j'ai peut-être pas été clair durant la conférence. C'est vraiment les entreprises qui seraient vraiment fixées par rapport à ça, selon mon avis. Puis, sinon, ça l'ira par un taux aussi. Hein? Ça peut être un taux, par exemple, une forme de taxation. Ou est-ce que, par exemple, si on utilise, par exemple, la loi sur les sociétés, ou est-ce que, par exemple, une PME, une petite entreprise, si c'est un taux, tu ne pollues pas tant que ça, tu ne vas pas payer autant qu'une grosse multinationale quelque part au Québec. Là. Donc, c'est sûr, je pense qu'on peut mettre une façon de mettre le principe pollueur-payeur, mais en même temps assurer une équité envers les différentes entreprises. Je pense que ça peut assurer d'être bien appliqué. Là.